Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau? Aujourd'hui, j'interviewe Vincent Lecrubier, jeune retraité du kayak de course en ligne qui a notamment participé aux Jeux Olympiques de 2008 en K2 500 mètres avec Sébastien Jouve et qui a été vice-président de la fédération de 2016 à 2020. J'avais donc plein de questions à lui poser. J'espère que l'épisode vous plaira. En attendant, je vous laisse découvrir Vincent et ses secrets. Salut Vincent, comment vas-tu aujourd'hui ? Très bien, bonjour à tous. Bon, c'est un podcast un peu particulier puisque c'est la première fois que j'interviewe un athlète retraité. Et quand je dis retraité, ça me fait sourire parce que tu n'as que 34 ans, si j'ai bien compris. Exactement, effectivement, comme tu disais, on a presque le même âge. Et je suis très, très honoré d'être le premier ancien. Je pense que c'est intéressant, il y a quelques anciens très intéressants à interviewer. J'ai quelques noms en tête, on pourra en parler à la fin. Et donc, vraiment, et puis félicitations à toi, c'est une super idée de faire ce podcast. Donc, moi, j'ai adhéré au projet directement. Alors, on va revenir un peu sur ta carrière parce que et sur tes débuts, notamment au kayak. De quoi tu te souviens comme tout premier souvenir de kayak ? Alors, mes premiers souvenirs de kayak. Alors moi, j'ai commencé le kayak, je pense que je devais avoir 8 ou 9 ans, peut-être même 7, au club de Saint-Grégoire, donc à côté de Rennes, en Bretagne. Mes premiers souvenirs, c'est, je dirais, mon père, en fait, on pourra en parler un peu, mais je me suis beaucoup en fait entraîné avec mon père. Mon père était mon coach pendant très longtemps. Et puis aussi René et Gilette Trégaro, qui sont un peu les figures du club de Saint-Grégoire. Ils ont créé le club en 1969, le club a 50 ans là. Et Gilette, elle était toujours au bord des bassins. Et je me rappelle les premières fois où elle m'a dit tiens, va faire du K2 avec Morgane, qui a été mon premier coéquipier à l'époque. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est lancés tous les deux à l'époque, à 9 ans, dans un K2. Et puis c'est un peu mes premiers souvenirs de kayak, ouais. Ton père était entraîneur de kayak ? Alors mon père, non, il était ingénieur en informatique, mais par contre, en fait, après il a entraîné bénévolement, en commençant par moi et puis mes 2-3 copains qui avaient mon âge au club de Saint-Grégoire. Et puis au fur et à mesure, il a entraîné de plus en plus de monde un peu autour de moi. Donc Sarah Troel aussi pendant quelques années à ses débuts. Et puis Edwin Lucas, voilà un peu tout le groupe du club de Saint-Grégoire qui avait à peu près mon âge. Ouais. J'ai vu passer justement la vidéo des fondateurs du club de Saint-Grégoire et j'ai l'impression que ce club c'est un peu une institution dans le milieu du kayak. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de champions qui viennent de ce club-là. Ah, c'est la famille, en tout cas, en Bretagne. Ouais, le club de Saint-Grégoire, c'est... après, moi, je suis pas neutre, parce qu'effectivement, c'est mon club. J'ai jamais changé de club. J'ai commencé là, j'ai fait 20 ans de kayak dans ce club. Je pense qu'effectivement, c'est un club qui a une âme, on va dire, effectivement, et qui est incarné un petit peu, justement, par ses fondateurs, René Gilette, qui ont créé ce club après avoir été champion du monde en C2 mixte de descente en 69, et comme ils disent en 69 l'année pas la position. et puis effectivement ils tiennent le club, et puis il y a vraiment une culture de bénévolat. Il y a les mamans tu vois qui accompagnent sur les courses, etc. Et effectivement il y a une bonne dynamique qui s'est maintenue sur plusieurs décennies, et c'est assez cool, ouais. Tu avais fait d'autres sports avant de faire du kayak ? Ouais, moi j'ai fait de la gymnastique, beaucoup. Quand j'étais jeune, en fait, j'ai commencé à faire de la baby gym, et j'ai continué jusqu'à mes 10 ans, quoi, à peu près. J'avais été même champion de Bretagne par équipe de gymnastique, des choses comme ça. Et donc j'avais, en fait, grâce à la gym, j'étais quand même assez physiquement, j'étais assez musclé, en fait, pour mon âge, je dirais vers les 10 ans par là. Donc ça m'a aidé, je pense, au début en kayak, en fait, à gagner quelques petites courses départementales assez facilement au début quand tu es jeune, et que tu as déjà un petit peu de culture de t'être entraîné à 10 ans, ça aide, quoi, parce que dans le kayak, en général, on commence un peu plus tard.
Et là, tu parlais de tes premières victoires. Tu as rapidement gagné des courses en kayak grâce à ce passé un peu sportif de gym. Bon, ouais, alors, ouais, effectivement, enfin, mais tu sais, en Benjamin, en cadet, des choses comme ça, donc très jeune, donc ouais, j'ai gagné quelques petites courses assez rapidement comme ça, mais pas forcément des grosses courses. Mes premiers championnats de France, j'ai fait 4e au pied du podium, donc tu vois, déjà en minime, j'étais pas le meilleur, tu vois, mais bon, ça allait pas trop mal, quoi. Ouais, c'est quand même pas mal, 4e au championnat de France minime. On peut pas dire que ce soit. Oui, oui, Certains oui. diront que c'est la C'est un pire début. place, mais c'est quand même pas mal. C'est un bon début. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est peut-être la place qui m'a mis la niaque au début, parce que quand tu fais deux fois, en plus, t'es 2 fois 4e, parce que à l'époque, ça date du 500 et du 2000 mètres, j'étais deg, quoi, parce que j'avais fait 2 fois 4, 0 médaille. Donc c'est peut-être ça qui m'a motivé pour la suite. Quand on est jeune, justement, qu'on a 9, 10 ans, quelles sont les distances en kayak en compétition? C'est les mêmes que pour les adultes? Alors ça, je saurais même plus te dire aujourd'hui, parce que ça a évolué pas mal en fait. En 20 ans, moi, c'était en 98 que j'avais cet âge-là. Mais enfin, les distances ont tendance à être les mêmes, en particulier les distances assez courtes. Par contre, par exemple, à la place du 5000 mètres, à la place, c'était du 2000 mètres. Je crois que c'est toujours plus ou moins le cas pour pas faire des courses beaucoup trop longues, quoi. Donc, mais globalement, les distances ont tendance à être les mêmes sur le court. Et plus c'est long, plus on raccourcit, quoi. Le marathon, pour les jeunes, c'est peut-être entre 5 et 10 kilomètres, alors que pour les vieux, c'est 30 bornes, quoi. Ouais, il y a une belle différence. Quand tu as commencé le kayak, qu'est-ce qui t'a plu dans le kayak? Qu'est-ce qui a fait que tu as lâché la gym au profit du kayak, en fait? Alors, bah déjà, la gym, c'était dur parce que justement, arrivé à 10 ans, en gym, c'est des kayaks qui sont très jeunes en gym. Et en fait, ils m'ont dit, ouais, bah là, dès la 6e, il faut faire sport-études, quoi, pour continuer dans ton groupe et tout. Et bon, déjà, ça, j'étais pas forcément prêt. J'ai pas forcément envie de laisser tomber, tu vois, à l'école à moitié, j'avais l'impression dès la 6e, quoi. Et en plus, c'était dur. Je suis pas très souple de base. Physiologiquement, je pense que les gens de l'équipe de France me reconnaîtront. Je suis pas le plus souple. Et en gymnastique, en fait, moi, je me rappelle, mon coach en gym, il passait à chaque fois les fins de séance d'étirement. On était 4 dans mon groupe et il s'asseyait sur moi pendant le grand écart, quoi. Et puis voilà, donc c'était quand même dur physiquement. Il y avait ce côté-là, et après il y a surtout le côté qu'en kayak, moi j'ai vraiment adoré, bah, déjà le côté outdoor, voilà, le fait d'être à l'extérieur, ça moi j'adore le sport outdoor, et puis le côté glisse aussi, le côté aquatique, glisse, etc. Moi c'est un truc que j'adore, et un dernier truc, c'est vraiment en kayak, moi c'est le seul sport où tu peux être immergé dans le ciel, quoi. Quand tu es en kayak de course en ligne sur un bassin, c'est un miroir. T'as un coucher de soleil, t'es refait, quoi. C'est trop bien. Et ça, c'est vraiment quelque chose, moi, que j'ai bien aimé dans le kayak dès le début, et que voilà, t'as pas dans d'autres sports, quoi. Oui, je vois exactement ce que tu veux dire. Tu es un peu seul au monde, dans un calme Ouais, voilà. olympien. Et Ouais, puis en fait, si tu payais mal, t'entends ta pagaie, mais sinon tu fuses, quoi. ouais, ouais, c'est ça. Tu glisses, t'as des reflets, c'est joli, t'es au frais. Enfin, c'est plus sympa que la gym, moi, j'ai trouvé. Après, enfin voilà, c'est deux sports différents, quoi. Les deux m'ont apporté. Dans quel bateau on débute quand on est enfant? C'est directement des bateaux de course en ligne ou c'est des bateaux, je sais pas, qui sont adaptés? Alors justement, je pense que ça dépend des clubs, mais moi justement, Manon parlait un petit peu des différents bateaux, tu sais, de passer de la descente à la course en ligne, etc. Et moi, ça m'a rappelé que justement, à l'époque où j'étais très jeune, que je commençais le kayak, dans mon club, il y avait 3 grandes portes dans le hangar à bateau, tu vois. Il y avait une porte, c'était les bateaux de slalom et les bateaux plastiques. Une porte, c'était les bateaux de descente, et une porte, c'était les bateaux de course en ligne. Et dans mon schéma mental, un petit peu que j'avais quand j'étais petit, c'était commencer par le slalom. Alors, on n'avait pas de bassin de slalom, il y a toute petite vague, il n'y a rien à Saint-Grégoire, donc on n'est pas un club de slalom. Et donc, du coup, mais quand même, les débutants commençaient toujours en bateau plastique, après, ils passaient en bateau de slalom. Après, quand ils étaient assez stables, etc., on passait en bateau de descente. Là, déjà, ça commençait à être un peu la classe, quoi. Tu tiens dans un descente et tout, c'est la classe. Et après, tu vas dans les bateaux très instables pour les grands, les bateaux de course en ligne, quoi.
Et c'est vrai que c'était un petit peu comme ça dans mon schéma mental à l'époque. Donc c'était un peu ça, c'est un peu ça que j'ai fait. Hein. J'ai commencé par faire slalom sur du plat, descente et après course en ligne. Et comme bateau, on avait à l'époque des bateaux qui s'appelaient, on appelait ça nous les Allemands. On appelait ça les bateaux allemands. Je sais pas c'est quoi leur vrai nom. C'est des Orions. Je pense que ça doit être plus ou moins des bateaux Orion. Enfin c'est des trucs assez anciens, mais qui sont l'équivalent des Nelo, je sais plus comment ils s'appellent, enfin assez stables quoi, tu vois. Et après on passait sur des bateaux qui s'appelaient les Américains. Et là tu connais peut-être un peu plus, c'est Ureflex en faisait par exemple. Enfin c'est des bateaux qui sont l'équivalent des bateaux qu'on a aujourd'hui, des Nelo de compète en termes de stabilité quoi. Tu as mis combien de temps toi à passer justement à faire toutes ces étapes avant d'arriver dans un kayak de course en ligne? Ouais, bah, je m'en rappelle. Bah, en gros, un Américain, la première fois que j'ai dû aller dedans vraiment en compète, je devais être minime 2, donc ouais, quand même peut-être 4-5 ans, quoi. Parce qu'en fait, de toute façon, quand tu es trop petit, tu es trop léger pour aller dans des bateaux comme ça. Donc, quand tu es léger au début, tu es dans des bateaux d'enfants, en fait, quoi. Donc, À quoi ça ressemblait le rythme d'entraînement à tes débuts? Est-ce que c'était tout de suite tous les jours ou c'était comme avec toutes les personnes qui sont arrivées, c'était 2 fois par semaine, mercredi, samedi et progressivement jusqu'à tous les jours? ouais, non, ouais, exactement. C'était mercredi, samedi, en fait. Hein, au début, c'était mercredi avec l'école Le Pagaie, quoi, justement, avec mes collègues de club, avec Morgane, par exemple, et puis samedi avec mon père, en fait, parce que c'était plutôt le groupe des adultes le samedi à l'époque. Et donc, du coup, mon père et moi, on partait en 15 samedi, quoi, faire un tour de bateau. Et puis voilà, c'était comme ça pendant quelques années, justement au fameux championnat de France là où j'ai fait 2 fois quatrième. Et là, on se dit non mais l'année prochaine, on s'entraîne quoi, avec mon père. Et du coup, bah, l'année suivante, après les cours quoi, genre vers 6-7 heures du soir, arrivé au printemps quoi, à partir du mois de mars, on a commencé à s'entraîner bah, après l'école quoi. Donc un soir sur deux quoi. Tous Donc les jours. Ah, un soir sur deux, donc même pas tous les ouais, jours alors. peut-être tous les jours sauf le lundi, quoi. Ouais, un truc du genre. Ouais. Donc en fait, le mardi soir, le mercredi, par contre, j'avais séance normale, et jeudi soir et vendredi soir, quoi. Et après le samedi. Ouais. Donc, ça a Ouais, donc commencé comme ça, et ça, c'était quand j'étais en minime, quoi. Et puis après, bah, petit à petit, de rajouter des séances, en fait, tous les jours de la semaine, surtout le week-end. Charger bien le week-end. Moi, mon lundi, ça a toujours été mon jour de récup, en gros. Et par contre, charger le week-end et puis la semaine. c'est intéressant parce qu'en fait, tu as fini quatrième au challenge minime la première année sans t'entraîner vraiment de manière importante. Ouais, on s'entraîne. Enfin, ouais, en minime. Après, c'était. Enfin, ouais, en s'entraînant quand même, ça faisait, je sais pas, ça faisait quand même 5-6 séances par semaine, quoi. Ah, quand même, ouais, parce que. Ouais, parce que, en gros, enfin, ouais. Donc, ça. Mais ouais, mais c'est vrai que la première année, ouais, non, je m'entraînais un petit peu, mais pas de ouf, quoi. Ouais. T'avais quel objectif au début, au début, quand t'as fait du kayak, tu voulais tout de suite faire des compétitions, c'était plus loisir? Ouais, plutôt compète. Ouais, je pense compète dès le début. Déjà, avec la gym, j'étais compétiteur, je pense, déjà un petit peu dans ma tête à l'époque. Donc, c'est vrai que je pense que dès que je suis arrivé au kayak, moi, j'étais plutôt direct sur la compète. Et quels étaient les objectifs? Est-ce que tu rêvais des Jeux Olympiques ou pas du tout? Ouais, je pense qu'assez rapidement, je m'en rappelle justement regarder avec les grands du club, en fait, hein, qui avaient 4 ans de plus que moi. Par exemple, Arnaud Guillon, Erwan Decotte, qui eux étaient pas loin de l'équipe de France junior ou qui étaient en équipe de France junior à l'époque. Et ils nous sortaient des vieilles VHS de championnat du monde de 95 ou je sais pas quoi. Et j'ai souvenir de regarder ça au club et de me dire, waouh, la classe, quoi. Tu vois, les mecs qui s'alignent sur la ligne de départ et tout, les grosses brutasses. Et ça m'a motivé direct après en se disant, voilà, c'est beaucoup trop loin pour se projeter, quoi. Mais la première fois, je pense, où j'ai vraiment pensé au JO, c'est ouais, quand j'étais en équipe de France junior, en fait, quoi. Donc en 2003, où là, bah, on a fait, avec Ludo Gourichon, mon coéquipier en K2, on a fait troisième au championnat du monde, qui était au Japon.
Et là, tu te dis, ouais, putain, à l'international, on arrive à faire une médaille en junior et tout. Donc là, tu commences à avoir des objectifs plus long terme, quoi. Mais c'était quelque chose que tu as vu venir progressivement quand même, cette participation internationale et cette montée en niveau, ça s'est pas fait Ouais, c'est par ça, ouais. magie. Ouais, non, effectivement, bah, en gros, hein, avec mon père et puis un peu le groupe d'entraînement de mon club, effectivement, on commençait à s'entraîner de plus en plus, quoi. On a commencé au début, comme je disais, quelques séances par semaine, et puis après, c'est devenu, ouais, effectivement, plutôt une séance vraiment tous les jours, et puis 4 dans le week-end. Et puis avec le groupe du club qui s'étoffait, quoi, on a fini par avoir un K4 homme de ma génération. Après, il y a les grands qui ont commencé à joindre notre groupe aussi. Enfin, on s'est un peu fusionné avec eux. Après, il y a les filles aussi qui ont commencé à faire un groupe. On s'est vite assez retrouvés vers 2004-2005, là, quand j'étais moi junior et début senior, avec un groupe ouais, une bonne dizaine, une bonne quinzaine de personnes qui s'entraînaient vraiment sérieusement, vraiment, quoi. C'était presque un pôle espoir, quasiment le club de Saint-Grégoire à l'époque, quoi. Je suis à chaque fois surpris quand je fais des interviews parce que pour l'instant, à part Manon qui est du sud, tout le monde vient à peu près du nord de la France. Et dans le nord de la France, tout le monde le sait, il fait super froid. Et je me dis, c'est le dernier endroit où on ferait du kayak en fait. Et en fait, tout le monde fait du kayak dans le nord. Là, donc là, toi, t'es proche de Rennes. Donc je me dis, à Saint-Grégoire, et on se les pèle quoi. Et on fait du kayak et tout le monde se motive ensemble à faire du kayak. C'est assez original, non? Ouais, c'est vrai que bah, maintenant, moi, effectivement, j'ai été après 10 ans à Toulouse. C'est vrai que je me dis pareil maintenant. Mais à l'époque, on se posait pas trop la question, hein. Vraiment, c'était pas trop le sujet. Et puis, ouais, l'hiver, qu'il pleuve, qu'il vente ou autre, on allait s'entraîner. Et c'est quand même, c'est toujours encore aujourd'hui un truc que j'aime bien, en fait. C'est-à-dire que maintenant, quand il pleut ou il fait froid, j'ai un peu du mal à m'y mettre, à y aller, tu vois, en gros, à aller changer et tout. Et par contre, une fois que t'es dedans, que tu t'es pris ta bouffée d'eau dans la face, là, t'es refait, tu passes en mode warrior et c'est cool, quoi. Donc finalement, c'est pas trop une question qu'on se pose. Mais c'est vrai que la course en ligne, historiquement, ça a été pendant longtemps un truc plutôt du Nord, quoi. Effectivement, là, il y a beaucoup de clubs qui sont plutôt dans le Nord. Et je sais pas trop pourquoi, mais je pense qu'il y a une histoire à l'époque avec les CAPS, qui a été en fait une initiative prise par la Fédé et le ministère pour développer le kayak de course en ligne. Et je sais pas exactement pourquoi, mais ils ont commencé par le Nord et du coup, c'est là que ça a pris le plus rapidement, quoi. Ouais, mais j'ai l'impression que tout le monde vient du nord ou presque et il y en a très peu qui viennent du sud, en Ouais, tout cas à haut niveau. Le sud, flagrant. c'est plus le surf ski, on a l'impression. Ouais, bah, le sud, c'est plus le slalom, la descente, la rivière, les montagnes. C'est peut-être aussi parce qu'il y a moins de montagnes dans le nord. Donc, on a plus de plat. Et donc les gens, ils font du plat, quoi. Mais effectivement, ouais, il y a clairement une différence assez marquée qui a peut-être tendance à s'estomper un peu ces dernières années, mais qui est encore très marquée, quoi. Mais à l'époque, il y avait rien dans le sud, hein. Le seul club du sud qu'il y avait, c'était Bordeaux. C'était le plus au sud qu'il y avait, et puis c'est tout, quoi, dans mes souvenirs à l'époque. Euh, Quand tu étais jeune et que tu as progressivement évolué vers le haut niveau, comment tu as déterminé la distance qui allait devenir ta spécialité? Alors c'est peut-être là, je suis peut-être bien tombé ou je sais pas trop. Mais moi, en fait, je pense que finalement, la distance sur laquelle je pense que je suis le plus à l'aise, c'est les 500 mètres. Et je sais pas si c'est une cause, une conséquence ou pas, mais à Saint-Grégoire, si tu vas au club de Saint-Grégoire, c'est un canal qui est pas très large, qui fait 10 mètres de large. Et il y a une ligne droite, parce que ça fait que des virages, et il y a une ligne droite et elle fait 500 mètres. Et en fait, et là, en fait, on partait, enfin, c'est là qu'on s'entraînait pour la course, en fait, à chaque fois. C'est qu'on faisait nos séances là où le canal fait des tours dans tous les sens. Par contre, quand on faisait des séances de course, on tournait sur la ligne droite de 500 mètres en mode, on se mettait au bout, on faisait le 500 mètres là, et après récup, et on repartait, quoi. Donc, ça a été, en fait, la course, pour moi, ça a été, en fait, 500 mètres, quoi. Voilà, c'est la ligne droite, on tire une bourse sur la ligne droite. Et c'est un peu comme ça que ça s'est fait, et je pense que c'est pour ça que j'étais le plus à l'aise sur 500 mètres, qui était un petit peu la distance reine pendant assez longtemps dans ma carrière, quoi. Ce qui a un peu changé, en fait, aux alentours de 2008, 2009, 2010, où ça a été un peu plus splitté avec le 200 mètres qui est apparu, et le 1000 mètres qui est parti, enfin, qui a été un peu l'opposé. Mais c'est vrai que pendant assez longtemps, c'était plutôt le 500, quoi. Est-ce que tu as eu l'occasion justement de faire du 200 mètres et de pouvoir d'avoir un bon niveau?
Bah justement, moi, quand est arrivé finalement, enfin, parce à ce moment-là, il y avait le 500 qui pour moi était plutôt ma distance favorite et le 1000 et et puis au final, bah quand est arrivé le 200 et le 1000, moi finalement, j'étais pas très bon en 200 quoi. Enfin, j'étais plutôt meilleur proportionnellement en 1000 qu'en 200, donc du coup, je me suis orienté sur le 1000 quoi, quand cette espèce de split a eu lieu là vers 2009 quoi. Donc ouais, j'ai essayé de faire du 200, mais j'ai jamais été très bon parce que j'ai jamais non plus, enfin, je me suis jamais entraîné pour et je pense que physiologiquement, quand même, j'étais quand même meilleur sur le 1000 quoi. Par exemple, en aérobie, j'ai toujours été plutôt pas mal en aérobie quoi. Tout à l'heure, tu disais que tu n'avais pas voulu continuer la gym pour le simple fait que tu devais aller en sport-études pour continuer. Et je crois savoir que tu as eu une scolarité importante, on va y revenir. Est-ce que tu es quand même rentré en sport-études pour t'investir plus dans le kayak par la suite? Eh ben non, au final, moi, j'ai jamais eu de scolarité aménagée enfin, si, j'ai commencé à avoir une scolarité aménagée quand j'étais à bac plus 4 quoi. Mais à part ça, non, j'ai toujours suivi un cursus scolaire normal. Euh, donc, ce qui est peut-être un peu surprenant, quoi, mais je pense que j'ai eu des bonnes conditions aussi. C'est-à-dire qu'en fait, bah, comme je disais, mon père m'entraînait, ce qui fait que finalement, niveau logistique, c'était assez facile, quoi. C'est-à-dire qu'après les cours, je rentrais chez moi et puis bah là, on pouvait aller direct s'entraîner. Le club est pas loin de chez moi, mon lycée est pas loin de chez moi, ce qui fait que ça a facilité pas mal. Ce qui fait que j'ai quand même pu m'entraîner correctement, etc., sans avoir d'horaire aménagé ni rien, quoi. Et comment tu faisais quand il y avait des stages ou des regroupements équipe de France, alors que tu avais cours et que tu n'avais Ouais. pas d'emploi du temps aménagé? Ouais, bah alors ça a commencé à m'arriver à partir du lycée, effectivement. J'ai mon souvenir de, justement, quand j'ai fait les premiers championnats du monde junior de marathon, c'était la première fois que je loupais une semaine entière de cours, quoi. Et c'est vrai que là, c'était un peu le stress, quoi, parce que tu es au lycée, t'es pas aménagé, t'es dans une classe normale, là, tu loupes une semaine de cours d'entrée de jeu dès le début de l'année. C'était un peu chaud, mais finalement, ça s'est bien passé. Et donc, comme ça, en fait, avec les profs, bah, ça a commencé au lycée, et puis j'ai continué comme ça après, de dire dès le début de l'année, bah, écoutez, voilà, moi, je fais du sport à côté, des fois, je suis absent une semaine, est-ce que c'est OK pour vous? J'ai eu la chance qu'à chaque fois, ils soient OK avec ça. Et puis, tant que ça se passe bien, tant que tu rattrapes et que t'es pas à la rue, finalement, ça s'est bien passé comme ça, quoi. C'est intéressant ce que tu dis parce que ça contraste avec les précédentes interviews où en fait ils sont tous rentrés entre guillemets en sport-études pour pouvoir s'entraîner 2 fois par jour et avoir un emploi du temps aménagé. Et toi en fait, si je comprends bien, donc pas d'emploi du temps aménagé et en fait seulement un entraînement par jour. T'as pas eu ce truc de passer à 2 entraînements par jour? Ben, si, ça, je l'ai eu à partir du lycée, mais mes 2 entraînements par jour, moi, c'était sur la pause du midi du lycée et le soir après les cours. Donc au lycée, ouais, enfin, 2 entraînements par jour, mais pas d'horaire aménagé, quoi. Et après, j'ai fait donc prépa, donc maths sup, maths spé. Là, c'était pareil. Je m'entraînais le midi et le soir et le week-end. En fait, c'est surtout le week-end que je mettais des grosses bourres. C'était aussi pour ça que mon jour de récup, c'était le lundi. Parce qu'en fait, quand ton jour de récup, c'est un jour d'école, bah, au moins, tu gâches pas le week-end à faire ta récup le week-end, quoi, tu vois. Et ensuite, bah, après, en école d'ingé, etc., sans avoir d'horaire aménagé, j'avais le droit de louper certains cours, quoi. C'était pas de décaler les cours, c'était plus de les louper, de les rattraper, me débrouiller pour les rattraper et d'avoir des bonnes notes au contrôle, et puis c'était bon, quoi. Non mais moi ça m'impressionne ce que tu dis parce que maths sup, maths spé, pour moi c'est des études qui demandent quand même un sacré investissement mental, psychologique et du temps pour apprendre, pour réviser, etc. Et malgré tout, à côté, tu t'entraînais à fond. Donc, soit tu as une super mémoire et tu retiens tout en cours, ou alors tu ne dors pas beaucoup. Ben, en fait, ouais, c'est ce qu'on me dit souvent. C'est vrai que moi aussi, maintenant que j'y pense, et voilà, je me dis, ouais, c'est. Je comprends. À l'époque, il y a des personnes qui avaient essayé de me dissuader un peu, je m'en rappelle. J'avais pas aimé quand on me dise non, tu peux pas faire les deux, Vincent, il faut choisir et tout. Vraiment, ça m'avait saoulé. Mais maintenant, je les comprends. Mais j'avais choisi à l'époque de pas les pas faire ce choix et du coup, en fait, de pas les écouter et de tenter quand même le coup. Et ça l'a fait. Mais en fait, non, moi, je dirais que le truc, c'est finalement, c'est pas ce que tu dis. Moi, j'ai l'impression qu'aussi, en prépa, il y a beaucoup de gens qui se disent, waouh, c'est chaud, il faut travailler comme un fou, il faut être interne, il faut bosser jusqu'à 22 heures.
Et en fait, je pense que les gens, ils sous-estiment vachement la puissance du sport, en particulier du sport aérobie, pour oxygéner ton cerveau, en fait, quoi. C'est-à-dire que pour moi, quand tu as passé 8 heures de cours dans la journée, c'est pas la peine de te remettre 4 heures à bosser le soir à ton bureau, tu vois. Finalement, t'es complètement inutile, quoi. Et en fait, t'as meilleur temps de passer 2 heures ou 3 heures à faire du sport le soir, t'oxygéner le cerveau. Moi, en plus, quand je suis en bateau, sur des EB1 un peu longues, tu vois, des séances longues, tu pagaiettes, ton cerveau, il divague un peu, tu penses un petit peu aux choses qui sont passées dans ta journée. C'est toujours un truc que j'ai adoré, cette petite sensation d'être en aérobie, de laisser mon cerveau un peu divaguer et puis s'oxygéner, et puis en fait, t'es frais, et finalement, je pense que ça marche super bien, ça. Les gens devraient le faire plus souvent. Ah, mais je suis assez d'accord On avec toi. oublie ça. Tout à l'heure, j'ai discuté justement via une autre de mes activités avec quelqu'un qui me demandait justement comment tout concilier, et je lui conseillais justement de pas trop en faire chaque jour, de pas faire 8 heures, 20 heures, parce qu'à un moment tu satures justement et t'arrives plus à être dedans en fait. T'arrives plus, et tu deviens Ouais, fou quoi. ouais. Et justement, t'as besoin d'aller faire du sport, de changer les idées, et ça rejoint ce que tu dis, rejoint ce que je pense aussi et ce que j'applique du Ouais, moins. ouais, carrément, ouais. Et finalement, je le vois, hein, parce que c'est, genre, j'ai jamais eu de problème en cours et tout, quand je m'entraînais, ça s'est toujours bien passé, malgré, là, ouais, ça donne l'impression que c'est chargé, etc. Mais en fait, non, je pense vraiment que le sport, ça aide vraiment, quoi, dans cet axe-là. Et au contraire, depuis que j'ai arrêté le sport, des fois, je passe en mode overwork, quoi, je travaille trop. Et je pense qu'il y a des moments quand tu travailles 12 heures par jour, franchement, des fois, tu ferais mieux de bosser que 6 heures, et faire 6 heures de sport, ça marche aussi bien, quoi. Je sais pas si tu avais lu le livre, je crois que c'est La semaine des 4 heures de Tim Ferriss, où dedans il expliquait que l'être humain avait en moyenne 4 à 5 heures de concentration par jour, en gros pour une Ouais, tâche. ouais, Et au-delà, bah en fait, il fallait changer de tâche, la nature de la tâche, sinon en fait tu pouvais plus être bon quoi. ouais, ouais, bah, ouais, c'est vrai, moi je pense c'est assez vrai, hein. Et c'est pour ça qu'en fait, ouais, les gens se disent, ouais, comment c'est possible, nanana, mais en fait, il faut essayer, en fait, faut essayer et y croire, et ça marche bien, en fait. Tu fais 4 heures de sport, 4 heures de boulot, 2 heures de sport, 4 heures de boulot, 2 heures de sport, franchement, ça passe bien, quoi. Donc, bon, voilà. Après, c'est vrai que c'est une discipline à mettre en place. Ouais. Maintenant que je le fais plus, ce que je dis là, j'aurais du mal à me remettre dedans, tu vois, à faire mes 2-3 heures de sport par jour. Là, je le fais plus. Et quand tu as un boulot, tu te dis, mais c'est impossible de faire 3 heures de sport en plus. Mais en fait, quand tu y es entré comme ça progressivement depuis assez jeune, c'est pas choquant, quoi. Et est-ce qu'à un moment de ta carrière, tu as délaissé justement les études pour te consacrer plus au kayak? Bah, pas vraiment, non, pas vraiment. Le- j'ai axé le moment où c'est arrivé, enfin, un petit peu tout le temps, en fait. C'est-à-dire que je pense que faire les deux, en faisant les deux, tu arrives à faire pas mal dans les deux. Mais en même temps, par exemple, au moment du bac, j'ai pas du tout révisé pour le bac, quoi. Et ce qui fait qu'au final, bon, j'ai eu 15,74 au bac, tu vois, donc ça va, mais en fait, je pense qu'en révisant, j'aurais pu être meilleur, mais c'est juste que j'avais des compètes, j'avais les championnats d'Europe juste après, on avait fait une Coupe du Monde ou un truc du genre équivalent junior juste avant. Voilà, j'avais pas. Donc, il y a des petites choses comme ça. Euh, Après, le seul moment où j'ai vraiment fait ça, c'est pour les JO. L'année des Jeux, donc en 2008, quand j'étais au JO de Pékin, j'étais en école d'ingénieur. Et là, au début de l'année, en fait, c'est justement la première fois où, avec JP Crochet, qui était mon entraîneur, on est allé à l'école et on a dit, bah, cette année, on vise les JO. Et donc, du coup, est-ce que c'est possible de l'aménager et de faire l'année en 2 ans, quoi. Et en fait, ce qui s'est passé au final, c'est que j'ai fait l'année quasiment normale la première année. Sauf à partir du mois de mai, quand on s'est qualifié aux Jeux, où là, après, j'ai quasiment plus rien fait à partir du mois de mai. Et donc, voilà. Et ce qui fait que l'année suivante, bah, en fait, j'avais quasiment rien à faire en cours parce que j'avais déjà tout fait l'année d'avant. Et du coup, c'était un peu différent, quoi. Cette année-là, j'ai eu une année où finalement, j'ai fait vraiment la moitié des cours, quoi. Pour la première fois de ma vie, j'ai été en cours vraiment moins de la moitié du temps pendant quelques mois. Et ça m'a fait un peu bizarre, mais en même temps, c'est une année où j'étais très bon en sport, donc bon, comme quoi, effectivement, ça aide aussi, quoi. T'es passé du club de Saint-Grégoire au pôle de Toulouse. Est-ce que c'est un choix sportif ou un choix scolaire? Bah, les deux.
Les deux, en fait, ça s'est bien tombé, on va dire. C'est que, ouais, bah, j'ai fait donc les concours. Enfin, moi, j'ai toujours été passionné quand même par l'aéronautique quand j'étais jeune. Donc, ça, j'avais envie d'aller dans une école d'aéronautique. Et Toulouse, évidemment, avec Airbus, c'est là qu'il y a la meilleure école d'aéronautique que je visais. Donc, ça, c'est le premier truc. Et, euh, et en plus, il y avait le pôle de Toulouse qui avant ne faisait pas de course en ligne à l'époque. Il y avait Tony Estanguet qui était passé, etc. C'était plutôt slalom descente. Et il y avait un petit pôle de course en ligne un peu qui se montait. Donc il y a Jean-Pascal Crochet et il y avait à l'époque Boris Saunier qui s'entraînait là-bas et Anne-Laure Viard. Et donc il y avait un début. Il y a Sébastien Jouve qui a été mon coéquipier au JO, qui est allé aussi en même temps. On était en équipe de France ensemble. Et donc bref, il y avait un début d'initiative. En fait, c'est un peu la naissance du pôle de Toulouse en tant que pôle de course en ligne en fait. Ça s'est fait l'année où je suis arrivé, donc en 2005-2006. Et donc, bah, voilà, il y avait un pôle qui était en train de se construire, il y avait l'école où je voulais aller, donc ça tombait bien, et donc ça s'est fait comme ça. Ça t'a fait changer d'entraîneur? Est-ce que ça n'a pas été perturbant? Non, c'est vrai que ça s'est bien passé. Effectivement, avant, je m'entraînais chez moi, dans mon club avec mon père. J'étais en fait au pôle de Rennes à l'époque, mais en fait, j'y allais pas. Enfin, j'étais inscrit au pôle de Rennes, mais en termes d'entraînement, je m'entraînais quasiment jamais là-bas. Je m'entraînais une fois ou deux par semaine là-bas, mais le reste, c'était dans mon club. Et effectivement, là, bah oui, ça m'a changé pas mal, mais justement, vu que le pôle de Toulouse, en termes de course en ligne, était encore assez petit, c'est-à-dire qu'on était 4 ou 5 athlètes. Il y avait Ronan Tastar aussi à l'époque. Et du coup, Jean-Pascal était très dispo quoi, pour être là à n'importe quel horaire du jour, de la nuit, du week-end. Et donc, du coup, ça s'est bien passé, quoi, parce qu'en plus, le courant passait très bien avec lui et le reste de l'équipe qui était à Toulouse. Donc, non, j'ai pas eu de problème particulier, quoi. Est-ce que les entraînements ont drastiquement changé entre ceux de ton père et ceux du pôle de Toulouse? Ouais, je pense un petit peu, ouais, un petit peu, parce que bah, mon père, lui, il n'était pas formé entraîneur ni quoi que ce soit, hein. En fait, il a appris à être entraîneur en même temps que moi, j'ai appris à faire du kayak, en fait. Donc, du coup, on avait des méthodes d'entraînement assez intéressantes, je pense, assez hors cadre. C'est-à-dire que nous, à l'époque, justement, il y avait les tests de muscule. Et donc, bah, voilà, on faisait de la muscule pour un peu en correspondance avec les tests, c'est-à-dire beaucoup de TP, beaucoup de DC. Et évidemment, quand même, on faisait un peu tout le reste. On faisait de la course à pied parce qu'il y avait des tests de course à pied. Et en bateau, on faisait des choses que j'ai jamais refait depuis. Mais par exemple, on faisait des 1 minute, on appelait ça 1 minute comptée. C'est-à-dire qu'on faisait 1 minute à fond et on comptait le nombre de coups de pagaie parce qu'il n'y avait pas de cadence mètre à l'époque. Et donc, du coup, pour savoir ta cadence, bah, voilà, tu comptais le nombre dans ta tête, le nombre de coups de pagaie que tu avais fait. Et le but, c'était en fait d'en avoir le max et d'avoir été le plus vite, quoi. Donc, on faisait des trucs comme ça. On s'entraînait beaucoup au frein. Un autre truc, c'est que moi, je faisais en fait 100% de l'année avec un frein. Je m'entraînais jamais sans frein. Sauf le jour des Comment courses. ça? À chaque séance, c'était avec un frein? Ouais. Ouais. Quand j'étais en junior, début senior, c'était 100% des séances au frein. Parce qu'en fait, on s'entraînait un groupe avec les filles. Donc en fait, les filles, elles mettaient pas de frein, sauf... Enfin, en fait, tout le monde allait à la même vitesse sur le bassin, et ceux qui allaient plus vite mettaient un plus gros frein. Ce qui fait qu'au final, on avait un groupe qui allait quasiment tout à la même vitesse, mais du coup, bah, tu mettais des freins de différentes tailles pour être tous ensemble, quoi, parce que justement, il y avait qu'un coach qui suivait en vélo le long du canal. Et en fait, si tu es derrière, tu te prends plein de vagues dans le canal, c'est chiant. Donc du coup, on faisait en sorte d'être à peu près de front, tout le monde. Et donc du coup, ouais, moi, je faisais tout le temps, tout au frein. Et c'est effectivement, ça a été un gros changement bah oui, quand de passer de faire tout au frein à quasiment plus jamais mettre de frein. Mais je pense que c'était intéressant comme méthode, le frein, tu vois, par exemple. Mais voilà. Et donc, ton frein, à mesure que tu progressais, tu mettais un frein de plus en plus gros alors? Ouais, voilà, ouais. Ouais, moi, j'aimais bien le frein, en fait, c'était intéressant. Mais donc, en fait, c'était intéressant pour la force musculaire, mais du problématique, et je pense que c'est quelque chose qui a fait que j'ai progressé quand j'ai arrêté de faire 100% de mes séances au frein, c'est qu'en termes de vélocité, bah, du coup, tu n'as pas enfin, le frein, ça fait travailler la vélocité, quoi. Donc voilà, c'était intéressant de changer un peu de pratique, etc. Je pense qu'il y avait du bon dans les deux méthodes d'entraînement, mais effectivement, il y a eu un changement, mais qui était bien.
C'est original aussi cette méthode, pour moi qui n'y connais pas grand-chose, hein, mais de faire une minute à fond et compter son coup de paillet, alors que j'ai l'impression, hein, sans prétention, que tout le monde cherche à travailler l'appui, à ralentir la cadence pour justement mettre des gros coups. Donc là, c'est complètement l'inverse. Après ça, c'était pas systématique. Hein. Ça, en vrai, c'était plus un éducatif qu'on faisait je vais te dire, une fois par semaine, on faisait ce genre de choses, mais c'est pas systématiquement qu'on faisait ça. Hein. Mais c'est ce genre de choses. Après, sinon, c'était des 500 mètres à fond. Si, un truc qu'on faisait aussi beaucoup, c'était, je sais pas, ça te parle si je te dis EC, endurance de course, oui. On appelle ça. On faisait de l'EC, on faisait énormément d'EC en fait. C'est-à-dire que typiquement, une séance qu'on faisait assez souvent en phase de compétition, c'était 10 fois 500 mètres à fond. Et en fait, quand j'arrivais en stage, en fait, je m'en rappelle très bien. D'ailleurs, quand je suis arrivé en stage junior et que j'ai montré aux entraîneurs nationaux un peu mon plan d'entraînement et qu'ils voyaient frein tous les jours et 10 fois 500 mètres à fond et des trucs comme ça, ils se disaient, mais je me rappelle un coup, c'était Hervé Duhamel, l'entraîneur de Caen, il me fait, non mais là, il y en a pas à comprendre, là, je comprends pas, c'est quoi? Je fais, bah si, on fait ça et tout. Ça marchait pas mal, quoi, en fait. C'est ça qui était intéressant, c'est que quand même, les 10 fois 500 mètres, j'avais pas peur des 500 mètres, du coup, tu vois. Les 500 mètres en course, j'avais pas peur, je maîtrisais, tu vois. Et à l'inverse, après, être arrivé au pôle de Toulouse, et puis avoir des méthodes d'entraînement où quand on fait une EC, c'est un petit peu sacralisé, tu vois. Peut-être un peu moins maintenant, mais à mon époque, c'était quand même, tu vois, l'EC, c'était waouh, il y a l'EC, c'est chaud, quoi. C'est la séance de la semaine, ça va être dur, on va faire 3 fois 500 mètres. Et du coup, en fait, à trop sacraliser le truc, finalement, t'as peur de faire des 500 mètres de course à fond, tu vois. Alors que moi, avant, j'en faisais à l'appel. Donc, du coup, ça travaille des choses différentes. C'est-à-dire que, quand t'en fais 3 fois à fond, c'est vrai que tu les fais plus vite que quand t'en fais 10 fois à fond. Donc, tu travailles des choses différentes au niveau neuromusculaire, etc. Par contre, aussi au niveau psychologique, c'était quand même pas mal, en fait, d'avoir vraiment la distance dans les bras, quoi. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Moi, je pense, en dehors de toute la méthodologie d'entraînement du monde, que à partir du moment où tu crois dans ton plan et que t'as vraiment envie de t'entraîner, finalement, tu progresses, quoi. Après, forcément, il y a des trucs qui sont un peu mieux, qui vont faire la différence. Mais quand t'as envie, peu importe le truc, en gros, tu vas te donner, là, sur le 10 fois 500, tu te donnes, et donc ça te faisait progresser, quoi. Ça te faisait, c'est sûr. Après, 500, quoi. Et ça marche bien, je pense, pour arriver jusqu'à un niveau assez élevé. Après, effectivement, entre ce niveau-là et être champion olympique, là, par contre, il y a un moment où il faut vraiment suroptimiser tout. Mais c'est vrai que je pense qu'au début, quand tu es assez jeune et que tu as envie et que tu as des gens motivants autour de toi, ça marche pas mal. Hein. Et donc, quand tu es arrivé à Toulouse, ton entraînement, finalement, était moins fatigant, vu que tu avais moins de frein, ça glissait plus. Ça glissait plus. Après, du coup, je me suis retrouvé quand même avec justement Sébastien Jouve, qui à l'époque était le meilleur français, et il est resté quand même assez longtemps, avec Boris Saunier, qui était aussi en équipe de France. Enfin, je suis passé de mon club où je m'entraînais avec mon frein, mais avec mes coéquipiers de club, direct là, il y avait du niveau. Donc en fait, je peux pas dire que c'était moins fatigant, parce que quelques souvenirs quand même de faire des séances avec Seb où on se tirait la bourre parce que tous les deux on était assez compétiteurs. Et donc, même sur les séances de B1, la cadence montait pas, mais l'appui y était, quoi. Donc je peux pas dire que c'était moins intense. Est-ce que tu étais le plus jeune du groupe en arrivant ? Ouais, j'étais le plus jeune du groupe en arrivant. Est-ce que ça a fait un peu de rivalité en tant que plus jeune ? Tu voulais peut-être, là tu te dis avec Sébastien Jouve, tu voulais tenir tout le monde, etc. Et peut-être qu'ils voyaient pas d'un bon œil le petit jeune qui voulait prendre leur place. Ouais, alors d'un bon œil ou pas, je sais pas trop, mais c'est vrai qu'en plus moi, effectivement, je pense que j'ai été toujours assez compétiteur et donc à l'entraînement, par contre, j'ai intégré rapidement que le but c'était pas de gagner l'entraînement, etc. Ou du moins de pas gagner tous les entraînements. Mais par contre, les entraînements qui comptent un peu, on se tirait la bourre. Et effectivement, moi, j'étais dans ma tête pendant assez longtemps, j'étais le plus jeune. C'est vrai que pendant tout mon début senior, par exemple, j'ai quasiment pas fait de compète moins de 23. J'ai été directement dans l'équipe senior. Enfin, dès ma première année senior, en fait, j'ai fait les coupes du monde senior, etc.
voire même les championnats d'Europe seniors, ouais, dès ma première année. Donc dans ma tête, pendant assez longtemps, j'étais le plus jeune et ça me donnait pas mal la niaque d'essayer d'être un peu le challenger, quoi. Ouais. Et je vois sur ton palmarès que tu as quand même fait les championnats d'Europe junior en 2004. Ouais. Et donc, ouais, donc effectivement. c'est juste après, si je dis pas de conneries, en 2005 que tu es directement entré en senior. Donc, c'est ça, junior. ouais. Donc ouais, à 19 ans, tu étais direct en senior, quoi, alors. Ouais, voilà, ouais. Effectivement, championnat d'Europe junior, donc ma deuxième année en junior, c'est là que j'ai été double vice-champion d'Europe junior et double vice-champion du monde junior en marathon, la même année à 15 jours d'intervalle. C'est là que j'ai vraiment fait mes premiers gros résultats internationaux et ce qui m'a un peu motivé pour la suite. Et effectivement, l'année suivante, j'ai été quasiment direct en équipe senior. Et voilà, après, j'en suis pas trop ressorti jusqu'à la fin, quoi. Tu parlais du marathon. Est-ce que c'est courant pour quelqu'un qui fait du 500 mètres et du 1000 mètres d'aller sur le marathon? Ouais, demande à Cyril Carré. Je sais pas si tu l'as déjà interviewé ou bientôt, mais ouais, à l'époque, j'ai arrêté ça après, vers 2008, j'ai arrêté. Mais au début, ouais, je faisais du marathon aussi. J'ai fait course en ligne et vitesse et marathon pendant assez longtemps en parallèle, comme Cyril. Donc ouais, ça se faisait. En fait, et c'est resté comme ça longtemps le marathon. Le marathon, ça a arrêté d'être comme ça. Il y a quelques années, les Kayacom, vraiment, il y a eu un super groupe en marathon avec Quentin Urban, Stéphane Boulanger, Edwin Lucas, Jérémy Candy, qui se sont dit, vas-y, on crée une équipe de France de marathon. Et vraiment, ça a séparé. Il y a vraiment des mecs qui se sont spécialisés en marathon. Mais c'est vrai qu'avant, pendant longtemps, c'était les mecs de la ligne qui faisaient du marathon, en fait. Il y avait un peu ce côté-là, ouais. Ok, intéressant. Je vais revenir sur les Jeux Olympiques. Est-ce que tu pensais faire les Jeux Olympiques en 2008 ou est-ce que ça a été une surprise? Je sais que les sélections sont assez difficiles. Est-ce que c'était quelque chose que tu attendais? C'était mon objectif. Ce qui est sûr, c'est que c'était mon objectif, en tout cas de cette année-là. Par contre, c'est vrai que, je m'en rappelle, j'avais un article dans le journal qui datait de 2004 où c'était écrit Vincent Lecrubier rêve de Chine. Donc c'était 4 ans avant. Et je m'en rappelle à l'époque, ouais, c'est comme il disait dans le journal, j'en rêvais, mais c'était loin de. Donc en fait, au début de l'Olympiade, clairement, c'était un objectif lointain que je pensais pas réalisable. Et au final, à la fin de l'Olympiade, je suis arrivé en position où finalement, j'étais pas trop mal chez les seniors. J'étais pas du tout le premier en France, hein, mais du coup, j'ai quand même eu la chance de faire un K2 avec Sébastien Jouve. Et là, on est arrivé, on n'avait pas fait les quotas l'année d'avant. Mais par contre, là, il y avait le rattrapage européen à Milan en 2008. Et donc là, en finale, on fait une course. Moi, j'avais trop kiffé cette course. Mais bon, au final, on doit faire 5e ou un truc du genre, mais qui nous qualifie pour les Jeux, quoi. Et cette course, elle était vraiment géniale parce que je me rappelle de sentir Seb qui poussait derrière. Vraiment, c'était en termes de sensations, c'était un truc de ouf. Et de réaliser que tu es en train de te qualifier pour les Jeux, tu te dis, oh là, ça tue, quoi. C'était trop bien. Et donc, c'était au mois de mai. Et là, ça y est, quoi. On était au mois de mai et on venait de se qualifier pour les Jeux qui étaient au mois d'août. Donc, c'était l'objectif de l'année. L'objectif de l'année, c'était de performer au jeu, mais déjà, il fallait se qualifier et on partait sans ticket. Donc, c'était intéressant, quoi. Ouais, mais c'est énorme parce qu'en fait, tu avais 22 ans, si je dis pas de conneries, quoi. Tu n'avais même pas 22 ans, t'avais 21 ans. Ouais, j'avais 21 ans, ouais. Donc, j'étais encore assez jeune, ouais, c'est clair. Et alors, comment c'était en Chine? Ah, c'était ouf, hein, parce que en plus, en Chine, ils avaient fait vraiment, ils avaient mis des moyens pharaoniques pour les Jeux. Donc, évidemment, c'était impressionnant. Après, moi, ce que j'en tire des Jeux, c'est quand même que t'es là pour performer, t'es pas là pour faire du tourisme, quoi. Donc, on n'était pas là à la cérémonie d'ouverture, on était en train de s'entraîner au Japon à ce moment-là, on l'a regardé à la télé. On est arrivé sur le bassin, on était focus. En fait, les Jeux. Après, j'étais entre guillemets remplaçant pour Londres, c'est-à-dire si jamais Cyril se blessait très longtemps en avance, j'aurais pu éventuellement remplacer Cyril pour Londres. Et du coup, j'y étais en spectateur et c'était vachement plus sympa. Parce qu'en fait, en tant qu'athlète,
Et Focus, c'est une compète presque comme les autres, avec par contre de la pression médiatique et ton cœur qui bat à fond quand tu vois les caméras, etc. Mais ça passe très vite, quoi. J'en ai des super souvenirs, mais des flashs en fait, plus que tu vois du tourisme, quoi. Est-ce que tu es content du résultat? Bah non, parce que c'est frustrant en fait. Après, dans le sport, de toute façon, t'apprends à perdre, hein. Donc moi, c'est aussi un des trucs que j'ai vraiment adoré dans le sport, c'est que ça t'apprend à gagner, mais surtout ça t'apprend à perdre. Il n'y a pas à te démonter quand tu perds. Mais je m'en rappelle que ouais, à l'arrivée, tu fais bon bah voilà, on était dégoûtés quand on était allé au ponton. On était trop énervés parce qu'en plus, à la mi-course, on était pas mal en fait. Enfin, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait les Espagnols à côté de nous qui n'étaient pas forcément trop attendus. On attendait peut-être plutôt les Allemands. Et les Espagnols ont fait un départ de dingue. Et du coup, nous, on s'est un petit peu enflammé à aller voir devant. Donc, on est parti aussi à fond, quoi. Ce qui fait qu'en fait, à la mi-course, on était deuxième. Et on a payé ça dans la fin de course. Vraiment, sur la fin, on en a chié. Et du coup, on finit septième, quoi. Mais qui a gagné? C'est les Espagnols qui ont gagné en partant super. Et au final, ouais, il me semble que c'est les Espagnols qui ont gagné, les Allemands qui font deux, si je ne me trompe pas. Ouais. Je crois que j'ai vu la course, justement, ils n'ont pas réussi à revenir, les Allemands. Ouais, les Allemands, voilà, ils sont remontés quand même, mais pas assez, quoi. Ouais. Et c'est vrai qu'en fait, cette configuration de course, en fait, je pense c'était une erreur peut-être de visualiser une configuration de course dans sa tête, et au final, quand elle se produit pas, ça te déstabilise un peu. Je pense que ça nous a tous les deux déstabilisé un petit peu. Ouais, Seb, il poussait vraiment à fond dans le début de course, alors que peut-être on aurait dû faire notre plan de course habituel qui consistait plutôt justement à pousser à fond à partir de la deuxième moitié, quoi. Je vois qu'après, tu disais à Londres, tu étais remplaçant pour Cyril Carré et t'as pas fait non plus ceux de 2016. Est-ce que c'est frustrant de pas avoir refait les jeux? Qu'est-ce qui t'a manqué pour refaire les jeux? Ouais, c'est frustrant évidemment. Ce qui nous a manqué, c'est qu'en 2012, il y a deux choses. C'est que on devait faire un quota en K4 l'année d'avant. Et en fait, en 2011, le K4, ça a été un peu particulier parce qu'au début, j'étais pas dedans. J'étais en K2 avec Cyril et en fait, ils n'ont pas performé pendant l'année. Donc ça, c'est au dernier moment, en fait, j'ai été mis dans le K4 pour faire les quotas olympiques. C'était au mois de juillet pour faire les quotas au mois d'août. Et en plus, il y avait donc dedans, il y avait Sébastien Jouve et Arnaud Ibois qui avaient un projet de faire du K2 200 parce qu'ils commençaient à être très bons au K2 200 à ce moment-là. Ce qui fait que dans le K4, je sais pas si c'est la préparation tardive ou quoi ou autre, mais on n'a pas fait le quota en K4 en 2011. Et après, on avait un rattrapage l'année des Jeux où là, j'étais en K2 avec Philippe Collin. Au moment des rattrapages, non, on n'a pas fait le taf, quoi. Je me rappelle que le bassin était démonté, il faisait super froid, c'était des conditions assez bizarres. Et puis voilà, au moment de la course, on s'est pas qualifié. Et donc ouais, c'était frustrant, mais bon, comme je disais, t'apprends à perdre. Ça fait partie du parcours, mais ouais, c'était quand même assez frustrant. Après Rio, c'était un peu moins frustrant parce que je l'ai vu venir, on va dire. Autant Londres, j'y ai cru jusqu'au bout qu'on allait pouvoir se qualifier quand même d'une manière ou d'une autre. Et on n'est pas forcément passé loin, en faisant des choix un peu différents, ça aurait pu le faire. Par contre, Rio, je faisais ma thèse en fait en parallèle, et là, à un moment donné, il fallait que sur les études, il a fallu plus ou moins que je fasse un choix en 2016, et j'ai fait le choix quand même de finir ma thèse. Et donc, bon, je peux pas dire que j'étais frustré de pas aller à Rio parce que j'avais pas le niveau de performer là-bas, quoi. Justement, je voulais revenir un peu sur tes études. Je vois que tu as fondé justement une start-up, donc Sterblue, en 2016. Donc pour passer rapidement dessus, en quoi ça consiste exactement? Alors, on est une start-up, donc comme toutes les start-up, on pivote, etc. Mais en gros, en deux mots, c'est une plateforme centralisée pour faire des inspections par drone d'infrastructures d'énergie, donc d'éoliennes, de réseaux électriques, de panneaux solaires, de centrales électriques, etc. Donc en fait, on fait le logiciel qui guide les drones
on fait l'intelligence artificielle qui va détecter les problèmes sur les photos. Genre, s'il y a un isolateur qui est cassé, s'il y a une fissure dans la pale de l'éolienne, etc. Et tout ça avec une plateforme sur le web, quoi. Ah ouais, bah, c'est bien ce que j'avais compris. Et donc ouais, bah, c'est ce que j'avais compris aussi, c'est que en 2016, au moment de lancer ta boîte, bah, t'as fait un peu le choix parce que finalement t'as pris ta retraite assez tôt. C'est ce qu'on disait avant le podcast. T'as pris ta retraite, t'avais 30 ans au moment où t'as fondé ton entreprise. Ouais, effectivement. C'est vrai que on en parlait juste avant, effectivement, mais ouais, dans ma tête, 30 ans, c'était un âge respectable pour finir sa carrière, en fait. Quand j'étais assez vieux, je disais, ouais, 30 ans, c'est vieux. Moi, mon objectif, c'est de faire mes 3 JO 2008, 2012, 2016. Et voilà, en fait, je me suis toujours un peu projeté là-dedans. Et c'est vrai que depuis, il y a des vieux qui font de la résistance, là, entre Max, qui va bientôt avoir 38 ans, Cyril, etc. Finalement, tu te dis, ouais, en fait, c'est possible de continuer à performer plus tard que ce que j'imaginais quand j'étais jeune. Donc, félicitations à eux pour ça. Et c'est vrai que peut-être ça peut donner des idées à des jeunes, mais moi, c'est vrai que dans ma tête, à l'époque, non, après 30 ans, ça commençait à être difficile, quoi. Donc, je m'étais jamais projeté à aller plus loin que ça. Et puis, ouais, effectivement, moi, l'année 2016, du coup, comme je disais, je finissais mon doctorat, j'ai fait ma soutenance de doctorat en juin. J'ai créé la boîte en janvier et je faisais quand même du kayak encore et j'ai fait les sélections pour les Jeux et j'étais au championnat d'Europe senior en K4. Et donc en fait, il y a un moment donné de janvier à juin où je faisais 3 choses en même temps, quoi. J'avais le début de ma boîte, je finissais ma thèse et je faisais encore du kayak pour faire les sélections pour les Jeux. Donc c'est pour ça que là j'ai su que c'était un peu chaud de réussir d'aller aux Jeux, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui tu fais encore du kayak? Alors aujourd'hui, c'est vrai que ça a été un truc qui a été difficile en arrêtant, c'est que j'adore la course en ligne, ce plaisir de glisse, etc. Mais c'est vrai que quand tu as connu, je veux dire, les sensations de quand tu es en super forme physique et que tu arrêtes, d'un coup, ça glisse vachement moins, quoi. donc en fait, au début, ça a été assez dur parce que je me faisais plus plaisir en fait en bateau, tout simplement. Et donc, j'ai pas touché beaucoup de pagaie pendant assez longtemps. Après, j'ai fait du marathon, j'ai fait du marathon en course à pied, du triathlon, j'ai fait 2-3 choses comme ça. Et maintenant, je m'y remets, mais vraiment plus en mode, allez, pour le plaisir, tu vois, mais maintenant que j'ai bien oublié les sensations de glisse que j'avais à l'époque, j'ai l'impression de glisser alors que j'avance pas, quoi. Mais le plaisir revient, quoi. Et est-ce que tu tiens toujours dans le bateau? T'as pas de problème d'équilibre, de proprioception? C'est resté? Non, ouais, j'ai l'impression que ça reste longtemps, quoi. Ça reste longtemps, mais en fait, les sensations restent, la proprioception reste. Par contre, ce qui dégage potentiellement, c'est les muscles. Et du coup, en fait, quand t'as moins de muscles, t'as plus vite des douleurs ou des choses comme ça ne serait-ce que pour la stabilité, etc., que t'avais pas avant. Mais non, la stabilité, c'est pas un problème. Ouais. J'ai vu aussi que pendant un moment, tu occupais la fonction de vice-président de la fédération, justement au moment de ta retraite sportive. Comment ça s'est passé? Comment tu as pivoté justement là-dessus? C'était quelque chose que tu voulais faire? En fait, ouais, j'avais pas envie déjà de couper les liens avec le kayak comme ça du jour au lendemain. Déjà, c'était un premier truc quand j'ai arrêté. J'avais aussi envie d'être utile, en particulier sur le côté, là où j'ai un peu des compétences, c'est-à-dire sur le numérique, et puis sur le kayak de course en ligne, le côté haut niveau. Et un peu, je voulais aider aussi sur la communication parce que je pense qu'effectivement, en communication, on n'est pas les meilleurs. Et il y avait de la marge de progression. Et donc il y avait ce côté-là qui m'a motivé d'aider, etc. Il y avait aussi un autre côté qui était que à partir justement de 2012, j'étais un petit peu en conflit avec le DTN qu'il y avait à l'époque. Enfin, en tout cas, ceux qui m'ont connu à cette époque-là te diront que j'étais pas d'accord avec pas mal de choses et je le faisais savoir et j'avais envie de changer les choses. Ça venait aussi un peu de ma frustration, par exemple, de ne pas s'être qualifié en 2012 au jeu ou des choses comme ça, où je pense qu'on aurait pu faire les choses autrement. Et du coup, j'avais envie d'essayer, de participer à autre chose, quoi, pour avoir une alternative.
Et donc voilà. Après, une chose que j'ai découvert effectivement en étant vice-président, c'est qu'au final, il faut les moyens. Pour la communication, par exemple, j'aurais aimé qu'on ait plus de moyens. Il faut faire des arbitrages et il n'y a pas tant que ça de moyens qui ont été mis en place. Et en plus, mon entreprise a pris de la place, quoi. Au bout d'un an et demi, 2 ans du mandat, j'ai dû déménager aux États-Unis pendant quelques mois. Après, je suis parti à l'étranger. Maintenant, j'habite au Portugal. Ce qui fait que les 2 dernières années, j'ai quasiment pas aidé au niveau de la Fédé. Et bon, j'aurais bien aimé pouvoir être plus efficace, mais c'est vrai que c'est peut-être pas pour rien que la plupart des élus sont des gens d'âge un peu plus avancé. Parce que au final, c'est vrai que quand tu as 30 ans, t'as pas forcément le temps de t'investir sur la durée dans ce genre de sujet, quoi. Ouais, et puis t'as pu voir, comme tu le dis, que c'était pas si facile de changer les choses, quoi. Quand t'as pas les moyens. Ouais, c'est ça. Ouais. Quand t'as pas un budget limité, ça. pas comme une startup, tu peux pas lever des fonds, quoi. C'est ça, ouais, exactement. C'est vrai que c'est sur le numérique. Moi, dans ma startup, on a fait plein de trucs géniaux très rapidement, comme ça, là. Et puis en fait, ne serait-ce qu'embaucher des gens, tu vois. Moi, il faut un peu des compétences. Et je me suis dit, dans ma startup, c'est super facile d'embaucher des gens parce que on a un projet technologique qui branche les gens, quoi, donc ils te rejoignent. Mais quand tu dis, on veut embaucher un mec bon pour faire des choses sur le numérique, etc. Il sera tout seul dans une fédé de kayak, en fait, c'est quand même vachement plus difficile, quoi. Et j'ai appris des choses. Donc, je remercie vraiment les gens qui m'ont fait confiance là-dessus et qui ont été là, et Jean Zungrana en particulier, et tout, qui ont été là. J'espère pouvoir apporter 2-3 petites pierres à l'édifice, mais clairement, c'était plus une expérience formatrice pour moi que j'ai pas révolutionné la FFCK, malheureusement, comme j'aurais pu aimer, mais voilà. Je voulais reparler un petit peu d'entraînement. Toi qui es, même si c'est pas vraiment le cas, t'es l'ancienne génération. Est-ce que tu as vu des évolutions sur l'entraînement au fil des années, vu que tu es resté 10 ans à Toulouse, si je dis pas de conneries? Est-ce que tu as vu une évolution en termes d'entraînement entre tous les nouveaux qui sont arrivés, etc. Est-ce que ton entraînement, toi, a évolué au fil des années, justement, en restant là-bas? En fait, je pense que le truc le plus marquant pour moi, ça a été l'arrivée du 200 mètres, en fait, qui a fait qu'on est passé de tout le monde s'entraîner plus ou moins de la même manière pour les mêmes distances à une vraie spécialisation, avec d'un côté le 200 mètres des sprinteurs qui, au final, faisaient quasiment plus du tout d'aérobie, mais travaillaient énormément la vélocité, etc. Et des millers de l'autre côté qui travaillaient l'aérobie. En fait, sur le 1000, on est resté sur des méthodes d'entraînement quand même assez proches de ce qui se faisait avant, quand il y avait le 1000 et le 500, alors que le 200, ça a inventé un peu une nouvelle méthode d'entraînement. Donc, j'ai vu des choses changer à ce niveau-là. Il y a eu aussi... il y a plein de choses qui ont changé, ça c'est clair. De plus en plus de recherche. Moi, je suis très branché aussi science, évidemment. Que ce soit sur le côté, moi j'ai pas mal bossé aussi sur le côté mécanique, etc. du canoë-kayak, mais aussi sur le côté physiologique, etc. L'INSEP a apporté quand même pas mal de R&D sur ces sujets-là, donc il y a pas mal d'approches qui sont là pour optimiser vraiment à 100% la perf, quoi, qui avant était un petit peu moins fondée scientifiquement. Est-ce que tu peux nous lancer 2-3 pistes de ce qui ressort de tout ça? Sur l'entraînement, tu veux dire? Ouais, sur l'entraînement. Je sais pas, qu'est-ce que tu veux, des pistes sur ce qui a changé, tu veux dire? Ouais, comme tu disais que par exemple l'INSEP a apporté pas mal de choses, tu t'es intéressé à la mécanique, etc. Qu'est-ce que tu as appris exactement? Par exemple, un des sujets, moi, ceux qui me connaissent savent que j'ai bossé pas mal dessus, c'est la mesure, ne serait-ce que la mesurer, par exemple, les mouvements du bateau. À l'époque, on n'avait rien, on n'avait même pas de GPS au tout début. Après, il y a le GPS qui est apparu. Après, on a commencé à faire avec un petit truc qui est sorti vers 2010, qui s'appelle le Minimax, qui est un accéléromètre et des gyroscopes, en fait, qui sont montés dans le bateau. Ça, c'est des technos qui sont apparus grâce au téléphone portable, en fait, au smartphone, et qu'on a pu mettre dans les bateaux, et du coup traquer 100 fois par seconde tous les mouvements du bateau, tu vois.
Et donc, grâce à ça, en fait, à chaque course, à partir de 2010, tous les bateaux, on sait exactement tous les mouvements qu'ils ont faits. On a même pu, par exemple, faire des enregistrements et après faire de la simulation numérique de l'hydrodynamique, tu vois, autour du bateau pour optimiser les formes des bateaux, la répartition des poids, les gouvernails, etc. Et donc ça, c'est un truc qui est apparu dans les années 2010 que moi, j'ai vraiment adoré parce qu'en tant qu'ingénieur dans l'aéronautique, c'est très proche. Et il y a plein de choses à travailler là-dessus et j'aurais bien aimé qu'on continue à pousser ça. Par exemple, pour la compatibilité des gens en équipage. Tu sais, souvent, on dit, ouais, ces deux personnes en équipage, ça va bien, ces deux personnes-là, ça va pas. On sait jamais trop pourquoi. Alors qu'en fait, moi, je suis persuadé qu'en analysant tu vois, les mouvements accélérométriques des deux personnes, chacune dans leur K1, en fait, tu vois sur les courbes que les courbes ont la même forme ou pas. Et donc, en fait, tu peux savoir que deux personnes, ça va aller bien en K2 parce qu'ils vont aller en K2, ils auront l'impression d'être tous les deux dans leur K1, ça va être génial. Alors que deux personnes, tu vois des courbes en opposition, et ben en fait, oui, tu les mets dans un K2, ils ont l'impression d'être en opposition et ils galèrent et ça va pas, quoi. Donc, à ce sujet-là, moi, que j'ai vraiment aimé sur toutes les nouvelles techniques de mesure, dans les pagaies aussi, des capteurs de force, etc. En fait, une fois que tu as toutes ces données, tu peux vraiment faire beaucoup de choses qui sont très intéressantes et il y a eu des choses de faites. Donc ça, c'était très intéressant. Après, il y a aussi le côté nutrition, quoi. L'INSEP a fait beaucoup de choses en termes de nutrition. Alors après, en fait, ce qui est compliqué au niveau scientifique, je trouve, dans le sport de haut niveau, c'est que pour faire des études scientifiques sur les choses, savoir si ça marche, en général, il faut une grande population. Tu fais des statistiques sur 10 000 personnes, tu vois que oui, il y a 5% d'amélioration en faisant ceci ou cela, et c'est intéressant. Le seul problème, c'est que le sport de haut niveau, par définition, c'est à l'inverse. C'est vraiment l'élite de l'élite. C'est très peu de gens, en fait, qui sont en compétition pour gagner. Et donc, tu peux pas, en fait, faire de statistiques, etc. Et donc, c'est un peu le problème qu'il y a assez souvent dans ces études qui sont faites. C'est que c'est toujours un peu difficile de savoir la réalité qu'il y a derrière. Mais il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites dans les CREPS aussi, au CREPS de Toulouse, par exemple. Il y a des gens qui étudient pas mal ça. Donc, ça peut être de la nutrition, sur l'entraînement aussi, que faire en muscule, que travailler, est-ce qu'il faut faire de l'excentrique ou pas, de la vélocité, etc. Et donc, il y a quand même des choses qui sont, enfin, vraiment qui se rationalisent et qu'on commence à apprendre, qui avant étaient des intuitions, maintenant deviennent des réalités un peu plus argumentées, et c'est intéressant, quoi. Donc toi, tu as vu des évolutions sur la forme des bateaux et la forme des pagaies grâce à ces données-là? Ouais, carrément. Par exemple, on a fait vers 2016, là, justement, c'est Jean-Pascal Crochet qui avait géré ça un petit peu. On avait interagi avec des départements du CNRS sur justement la simulation numérique. Donc, par exemple, ces accéléromètres, on a enregistré les mouvements du bateau réels dans la vraie vie, tu vois, grâce à ces accéléromètres sur un 200 mètres. Après, on a mis ça dans les modèles qui ont été simulés par les supercalculateurs là, du CNRS. Et, euh, et en fait, tuner le modèle pour obtenir des courbes identiques dans la simulation que dans la vraie vie. Et à partir de là, tu te dis, OK, bah maintenant, dans la simulation, on va modifier la forme du bateau légèrement et voir si ça va plus vite. Et en fait, ça, ouais, il y a des études qui ont été faites, il y a des choses vraiment intéressantes là-dessus. Et c'est ce que fait aussi Nelo, le constructeur de bateaux. Je sais qu'ils font beaucoup d'études de ce style. Et ça, oui, c'est clair que c'est des choses qui n'existaient pas avant, quoi. Maintenant, je veux dire, c'est monnaie courante de faire ce genre d'études. Alors qu'en 2000, les bateaux, ils étaient shapés à la main, le mec avec sa cale à poncer sur un bout de mousse, et ils étaient même pas symétriques, quoi. Donc ouais, ça change. Et ça c'est intéressant, quoi. C'est vraiment, c'est assez ouf. Et en fait, sur la biomécanique, la nutrition, etc., qui sont des sujets que moi je maîtrise un peu moins, mais qui m'intéressent quand même. C'est un petit peu pareil, en fait. Avant, c'était, ouais, bois du jus de betterave, je sais pas quoi, c'est cool. Ou fais ça. Maintenant, il y a quand même souvent des vrais arguments chiffrés derrière. Enfin, des choses, on est un peu plus sûr de nous, quoi. Parce qu'avant, il y a quand même des modes, des choses qui venaient, après on oubliait. On savait pas trop pourquoi. Est-ce que toi, quand tu étais athlète, tu faisais justement attention à ta nutrition, tu prenais des compléments alimentaires, tu mettais des choses en place pour mieux performer ou pas du tout? Niveau nutrition, à part, je veux dire, évidemment, quand tu fais gaffe quand même, tu fais pas n'importe quoi. Mais je pense pas que j'étais l'élève modèle en termes de nutrition, quoi. Clairement, je
en faisant aussi du 1000 mètres et de l'aérobie, etc., moi, j'ai jamais pris un pet de gras. J'étais plutôt dans les plus secs en termes de pourcentage de masse grasse, alors que je pense qu'en vrai, j'ai l'impression que j'étais pas forcément celui qui mangeait le mieux, quoi. Donc, en fait, j'ai jamais eu trop cette problématique de me dire, oh, il faut que je fasse gaffe, quoi. Parce qu'en fait, j'ai jamais eu l'impression que la nutrition, c'était quelque chose qui m'a limité. A posteriori, je me dis que peut-être que oui, tu vois, par exemple, il y a des questions qui arrivent maintenant qui, à l'époque, on n'entendait pas parler il y a 10 ans. Par exemple, ouais, le pH de tes aliments, des choses comme ça, il faut manger acide, enfin, il faut pas manger trop acide ou autre. Moi, je pense que, par exemple, je mangeais assez acide et ça n'a jamais été, enfin, on m'en a jamais parlé, même en rendez-vous diététique ou autre. Alors que maintenant, je me dis, ah, tu vois, peut-être que ça, c'est un truc que j'aurais pu améliorer, des choses comme ça, mais je veux dire, à côté, à part manger comme un sportif, tu vois, normalement, j'ai pas fait vraiment d'efforts particuliers sur ma nutrition. Niveau complément alimentaire, j'ai fait 100 pendant très longtemps. Et il y a de temps en temps, sur des périodes de musculation, de développement ou autre, je me suis mis vers la deuxième moitié de ma carrière à prendre des fois des shakers de prod, mais ponctuellement. Puis voilà, c'est à peu près tout en fait. Ouais. Oui, je suis assez surpris justement que les compléments alimentaires, notamment pour la santé, que ce soit par exemple des oméga 3 ou même tu vois prendre du magnésium, des trucs comme ça, soient pas très répandus en fait dans le milieu du kayak. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il y en a pas mal qui croient plutôt voilà, à l'alimentation en fait, voilà, une alimentation équilibrée doit suffire. Je suis un petit peu de cet avis quand même, sauf ponctuellement. Enfin, je pense qu'il y a des moments où c'est pas forcément le cas, mais en fait, le problème, c'est que c'est dur à chiffrer, quoi. Je veux dire, Ouais, enfin, c'est moi, sûr. entre des moments où je fais gaffe à mon alimentation et des moments où je faisais pas gaffe à mon alimentation, je peux pas dire que j'ai vu de révolution, tu vois. J'ai pas vu de changement, même du tout, tu vois. Prendre du magnésium, j'ai fait, hein, par exemple, des cures de magnésium, des choses comme ça. Je peux pas dire que, avant, j'avais des crampes, après, j'en avais plus, ou des choses comme ça, tu vois. Donc, moi, je l'ai fait ponctuellement. J'ai fait plein d'essais de ce style, hein, des vitamines, de magnésium, des BCAA, des choses comme ça. Mais en fait, j'ai pas l'effet placebo. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui ont un effet placebo. J'avoue que moi, je suis très cartésien, je crois que ce que je vois dans des chiffres, tu vois. Je suis ingénieur. Et du coup, en fait, j'ai pas ce côté, ah ouais, je vais prendre des BCAA, et puis là, la séance d'après, tu sens que tu as les BCAA dans les bras, et c'est trop bien, tu vois. J'ai pas ça, moi, tu vois. Ouais, mais c'est Du coup, normal. et du coup, bah ouais, je prends mes BCAA, et puis après, je suis là, bah cool, quoi, ça change rien. Donc, en fait, alors que peut-être qu'en fait, ça change, et effectivement, c'est la somme des petits plus, tu vois, que tu n'arrives pas à ressentir individuellement, mais en fait, en les accumulant, tu fais la diff. Et ça, effectivement, c'est peut-être un peu ce qui m'a manqué, moi, par exemple. Ouais, non, mais je pense à ça parce que souvent les compléments alimentaires que tu prends pour la santé, bah en fait c'est des effets sur le moyen et long terme, et c'est sûr que Ouais, bah, tu ressens pas, tu peux pas ressentir sur quelques semaines s'il se passe quelque chose, et tu sais même pas si 10 ans après tu auras eu un effet avec. Mais c'est plus dans cette optique ouais, un peu de prévention, de se dire, toi pour les ouais. articulations maintenant il y a pas mal de compléments qui existent, et tu pourrais dire bah tiens le kayak, bon les épaules peuvent morfler un peu ou quoi, bah je vais essayer de prévenir la dégradation en prenant ça, même si tu sais pas quel effet ça va avoir concrètement en termes de pourcentage pour maintenir, pour éviter la dégradation de tes os ou tendons. Ouais, ben c'est vrai. Après, c'est aussi un sujet, c'est que je me suis jamais blessé, moi. Enfin, jamais blessé en kayak et même quasi jamais vraiment blessé sur d'autres sports. Enfin voilà, ma pire blessure de ma vie, c'est que je me suis cassé un bras quand j'étais en sixième en faisant du roller, tu vois. Mais après, en kayak, il m'est jamais rien arrivé, quoi. Donc du coup, c'est vrai que ouais, ça joue effectivement. Je pense quand tu t'es blessé, par exemple Maxime Beaumont, je pense il a gagné vachement là-dessus, même en psychologique et en professionnalisme, je pense, parce qu'il a été blessé pas mal à l'épaule dans les années justement au début, moi quand j'étais en 2005-2006, quand j'étais début senior. Et à l'époque, il était un peu dans le dur suite à des blessures et des choses comme ça. Et je pense que ça l'a vachement formé. Et justement, maintenant, il laisse rien au hasard. Et c'est une machine, je pense, en partie grâce à des leçons qu'il a tirées à ce moment-là. Et moi, bah, j'ai pas eu ça, tu vois. Donc, ouais, effectivement, je peux pas dire que sur la diététique, c'était mon cheval de bataille, quoi.
Tout à l'heure, tu parlais un peu de muscu. Toi, à ton époque, il y avait justement les fameux tests qui n'existent plus aujourd'hui. Et donc, je suis un peu curieux de savoir quels étaient exactement ces tests. Ouais. Bah, c'était simple, hein. Pendant assez longtemps, ça a été. euh, donc, il y avait deux choses. Il y avait la muscule et la course à pied comme test généraux. Après, il y avait en kayak, il y avait du 200 et du 1000 mètres, si je me souviens bien. Et après, il y avait donc en PPG, il y avait un 5000 mètres en course à pied. Voilà, départ groupé, 5000, voilà. Et en muscule, force max. Donc, bah voilà, tu passes devant les coachs nationaux et tu fais ta force max en tirade planche et développé couché. Et pareil, 2 minutes. Donc, 2 minutes en FE. Donc là, avec 50 et 55 kilos, où tu fais le max de rep, quoi. Et donc, c'était ça, les tests. Et de manière assez immuable pendant quasiment 10 ans, ça a été ça. Euh, et bon, clairement, je pense qu'on s'en sort très bien sans aujourd'hui. Et c'était pas forcément incontournable, mais moi, je trouve ça a pas fait de mal, en tout cas dans les clubs, etc. À une époque où la communication n'était pas ouf. Au moins, tu vois, bah nous, voilà, du coup, on faisait du développé couché, du tir à planche et de la muscule générale. On faisait de la course à pied. Enfin, du coup, ça forçait tout le monde à être à un niveau physique qui était pas trop mal quand même, quoi. Après, il fallait quand même avoir la présence d'esprit de pas optimiser pour ça, quoi, parce qu'il y avait quand même quelques spécialistes qui faisaient que ça et après ils étaient mauvais sur tout le reste. Et, évidemment, c'est pas idéal, quoi. Ça donnait quoi les temps de kayakiste aux 5000 mètres en course à pied? Moi, je pense que je tournais aux alentours de 18, quoi. En gros, je pense que dans ma vie, j'ai dû faire des fois des 17, 20, etc. Et puis au pire, j'étais dans les 19, quoi. Mais dans ces eaux-là, moi, de Ouais, donc 17, 50, c'est 18. quand même un bon niveau, hein. Ça fait 3,30, 3,40 au 1000. Moi, en course à pied, sur le 5000 en particulier, ouais, j'étais pas dans les plus mauvais. Et est-ce que justement ça se répercutait en muscu? T'étais plus fort sur la force endurance que sur la force max? Ça dépend des moments de ma carrière. Au début, oui. Au début, j'étais plutôt sur la force endurance. Ouais. Après, justement, moi, sur la deuxième partie de ma carrière, je me suis plutôt focusé. J'avais envie d'être bon en K4. Et c'est un peu quelque chose qui a fait que, justement, j'étais un peu en conflit sur la fin. C'est que moi, j'avais vraiment envie d'être bon en K4 et finalement, c'était finalement pas tant que ça la politique fédérale. Et, euh, et du coup, pour être bon en K4, faut être très explosif. Donc, quand même, j'ai bossé pas mal la force max. Et donc, du coup, en Force Max, en particulier en DC, je sais pas pourquoi, j'ai toujours été meilleur en développé couché qu'en tirade, quoi. Donc, j'étais quand même un peu Monsieur Peck à un moment donné. Et je sais pas trop pourquoi, parce que j'entraînais les deux de la même manière, mais clairement meilleur en développé, quoi. Tu peux donner un chiffre pour dire c'est quoi meilleur pour toi? Tu faisais quoi, 10-15 kilos de plus? Non, non, bah, par exemple, mes max, c'était, je suis monté à 155 en DC et en tirade planche, mon max, ça a dû être peut-être 120 ou 125 en grand max dans ma vie, quoi. Ah oui, t'avais une belle différence. Le problème en tirade, c'est aussi que tu, tu peux soulever 155 et arriver à quelques centimètres de la planche, tu vois, mais c'est les derniers centimètres qui sont ingérables. Ouais, bien sûr. C'est les 2-3 derniers centimètres que tu touches pas, quoi. Ouais, voilà. Et là, ça vaut le coup d'avoir de la vélocité justement dès le début pour jouer sur l'élan. Et moi, justement, niveau vélocité, je pense que c'est un truc qui me manquait. C'est pour ça que j'ai pas été très bon en 200 mètres, quoi. J'étais plus sur la force. Et donc, en fait, en DC, tu peux un peu faire le vérin, quoi. Ça monte. Alors qu'en tir à planche, on met de la vélocité au début pour arriver à dire, toucher la planche, quoi. Ouais, non, mais c'est ça. Moi, j'ai un rowing planche dans ma salle. J'ai une salle de muscu. Et ceux qui n'en ont jamais fait, ils sont toujours curieux d'essayer. Et à chaque fois, je leur dis, tire fort dès le début, sinon tu toucheras jamais en haut, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais pour ça, l'exercice de tir à planche, c'est un petit peu bizarre hein, quand je trouve au final. Mais bon, ouais, c'est comme ça, quoi. C'est pour ça que je pense que c'est différent du kayak. C'est quand même sacrément différent. Ouais, c'est pour ça que je pense que c'est quand même bien de ne pas mettre l'accent que sur le tir à planche et de développer faire un petit peu tous les ateliers parce que clairement, ça ressemble plus au kayak de faire un peu tous les groupes musculaires que voilà, juste ces deux, quoi. Ouais, moi j'ai pas l'impression qu'il y a un gros transfert dessus. On voit que tous les champions entre guillemets ont un très bon niveau sur les deux exercices,
mais c'est Mais pas pas les que, plus quoi. forts qui sont les plus rapides. Oui, voilà, Et, ouais, c'est ça. Tu peux avoir des brutes en développé couché en tir à la planche, pour autant ils avanceront pas en bateau, quoi. Et à l'inverse, il y a des gens très très bons par exemple Arnaud Ibois, qui était une fusée en bateau, il a toujours été bon en muscule, mais je veux dire, c'est pas lui qui a claqué des 170 en développé. Donc ouais, c'est clairement, c'est bien surtout d'avoir une musculature équilibrée et avoir de la vélocité, quoi. mais vous, à l'époque, comme il y avait les tests, vous vous entraîniez plus spécifiquement pour alors. C'était moins une musculation globale, comme c'est mal le cas Non, maintenant. non, non. Ouais, je pense que c'était moins global que maintenant. Pour autant, on faisait pas que du développé et du tir à de planche, mais ouais, ça avait quand même. Je pense que typiquement sur une séance de muscule classique, à un moment donné, c'était peut-être la moitié du temps qui était passé sur des développés et des tirs à de planche, quoi. Et la moitié du temps, voire moins, des fois, sur le reste. Alors qu'aujourd'hui, je pense pas que ce soit le cas. À mon avis, ils équilibrent un petit peu plus, quoi. Est-ce qu'à l'époque, on faisait les cuisses avec Sarah, on a parlé qu'il y avait un peu ce débat-là de faire les cuisses ou pas. Est-ce que toi, dans ta génération, on faisait les cuisses en muscu pour le kayak ou on disait que c'était du poids mort? Plutôt, ouais, team poids mort, non. Plutôt poids mort, ouais. Ok, ouais, il n'y avait pas les cuisses alors. Mais non, mais quand même, je suis d'accord. En fait, tu le sens, hein, il y a des courses où à la fin, tu as mal aux cuisses. Bon, bah là, c'est qu'il te manque des cuisses, quoi. Mais globalement, ouais, c'est vrai que moi, j'ai jamais eu trop des grosses cuisses, hein. Je me rappelle aussi avec Seb Jouve, quand on était dans le K2, on était tous les deux des têtards, quoi, avec des toutes petites jambes. Ça le faisait bien quand même. Mais bon, il faut des cuisses, mais on fait pas du vélo non plus, quoi. En termes d'ampli, autant en termes de force, il y en a beaucoup, mais on a les jambes presque tendues et on a très peu enfin, on a de l'amplitude quand même dans les mouvements des jambes, mais finalement pas tant que ça. Donc il y a besoin d'en faire, mais c'est pas autant que le reste, quoi. Quand Donc j'ai à l'époque, c'était interviewé, plutôt ça. quand j'ai interviewé Léa, elle m'a dit que chez beaucoup de filles, c'était le facteur limitant. Elles avaient beaucoup d'entre elles les cuisses qui congestionnaient et qui montaient en lactate. Mm. Est-ce que toi, de ce que je comprends, c'était pas le point faible, c'était quoi le point limitant pour aller plus vite? Moi, je pense que c'est la vélocité et la force sur les dorsaux, à mon avis. Pour moi, personnellement, c'était plus ça, ma limite. C'était clairement pas les pecs. Je pense pas que c'était les jambes. Je pense pas que c'était les jambes. J'ai fait pas mal de siège tournant et après, on avait siège téflon aussi. Pôle de Toulouse, c'était un peu la mode. On l'a fait beaucoup. Moi, j'ai toujours eu ça. C'est un siège avec du téflon dessus pour vraiment bien glisser sur le siège. Donc, les jambes travaillent, mais je peux pas dire que c'est vraiment été le problème. Et après, ça peut être aussi des petits muscles. Moi, j'ai eu assez souvent des courses inter où finalement, c'était des choses genre le psoas qui me brûlait vraiment à la fin de la course, tu vois. Donc des petites choses comme ça que j'ai travaillé, mais je pense que globalement, ouais, plutôt de la vélocité sur les vrais muscles du kayak, quoi, en fait. C'est marrant ce que tu dis sur le téflon parce que j'en ai acheté il y a 2 jours suite au conseil de Guillaume que j'interviewais juste avant Ouais. toi. Et j'ai pas pu le tester encore sur l'eau parce que là, chez moi, il neige. La dernière fois, j'ai eu la pagaie qui a gelé sur l'eau, donc j'étais un peu dégoûté. Et donc j'ai testé ça sur l'ergomètre et c'est vrai que ça glisse. C'est vrai que Ouais, là, sur l'ergomètre, j'arrivais pas à glisser et là, tout de suite, là, tu glisses. Là, tu sens ouais, ouais. que ça va quoi. C'est vraiment bien. Enfin, moi, j'adore vraiment le téflon. L'inventeur de ça, c'est Seb Jouve. Je peux me tromper, mais pour moi, c'est lui qui a inventé ça. Parce qu'à une époque, on faisait du siège tournant vers 2005-2006. Là, tout le monde avait ça. Enfin, par exemple, à Toulouse, on avait tous ça, siège tournant. Mais ouais, c'est pas pareil. Il y avait aussi, on avait récupéré un coup un siège, je sais plus, étranger. C'était pas un siège tournant, mais vraiment le siège était splitté en deux parties avec des roulettes comme des sièges d'avion. Donc en fait, tu avais la fesse droite sur ces roulettes et la fesse gauche sur ces roulettes, tu vois, et tu pouvais. C'est un peu comme un siège tournant, mais plutôt en translation, quoi. Et c'était pas mal. Et là, Seb a commencé à mettre du téflon sur ses sièges et ça s'est pas mal répandu comme ça suite à ça, quoi. Et moi, je suis toujours resté là-dessus. J'ai toujours ma petite mousse avec le téflon posé sur le siège et ça glisse bien. Ce qui fait qu'en fait, tu transmets rien par le siège, quasiment, tu transmets tout par les pieds. Et ça donne du coup la possibilité d'avoir de l'amplitude au niveau du siège, quoi, de la rotation, quoi. Et je peux te demander avec quoi tu fixes le papier de téflon sur le siège? Nous, c'était scotch double face, 2 points de scotch double face, quoi. Moi, Ok. c'était juste ça. Un à l'avant, un à l'arrière, au milieu, c'était juste ça.
Ok, Ça ok, dépend je me des écoles. je me demandais parce que pour l'instant, je la pose sur mon siège d'ergomètre. J'ai fait 2 séances avec et je me Ouais. disais, ça bouge un peu, comment je vais le fixer? Ouais, non, faut pas que ça bouge. Donc, soit ce que je double face, soit il y a des mousses qui collent bien. Et après, tu as les plis aussi, quoi. Au début, tu as des plis. Et en fait, les plis, à force, je sais pas, s'usent, font que finalement, ça se passe bien, quoi. Tu vois, je parlais d'ergomètre. Est-ce que c'est un truc que vous faisiez, vous, à l'époque? J'ai l'impression que c'est pas très populaire dans le milieu du kayak, alors que je vois beaucoup d'étrangers, du moins sur les réseaux sociaux aujourd'hui, qui en font pas mal l'hiver. Est-ce que toi, t'en as Ouais, fait ouais, pas mal ou ouais. pas du tout? Non, jamais au grand jamais. Moi, j'ai jamais fait d'ergo. Enfin, non, mon utilisation de l'ergomètre était anecdotique. C'est en muscu des fois pour travailler deux, trois choses, mais vraiment jamais fait. Je pense qu'il y a clairement dans les pays nordiques, ils en font beaucoup parce que bah, de toute façon, l'eau elle est gelée, quoi, donc il faut en faire. Mais c'est vrai que non, à part ça, on en fait pas beaucoup. Moi, la philosophie, ça a été toujours, et puis même dans mon entourage, enfin les gens que j'ai côtoyés, etc. Le plus, c'était plutôt que bah ouais, enfin t'es mieux dehors sur un vrai bateau que dans un ergomètre, enfin que dans une salle à transpirer, etc. À Toulouse aussi, il fait pas trop froid, donc ça va. Enfin, je sais pas. Mais c'est vrai que moi, ouais, non, j'ai jamais fait d'ergomètre. J'avais même plutôt la peur de me déformer le geste ou de perdre des sensations. Enfin, moi, j'ai toujours apporté aussi pas mal d'importance, quoi, au feeling de l'eau, quoi. Je sais pas si ça te parle, mais Oui, oui, je l'ai pas, mais ça me parle. et et peut-être un petit peu trop. C'est vraiment moi, même de changer de pagaie, enfin, entre deux pagaies exactement pareilles, du même modèle, etc. Mais une qui est un an plus vieille que l'autre. Elles ont un peu changé. Il y en a une qui est plus souple. Déjà, je sentais la différence et après, c'est pas que ça te perturbe, mais tu te dis, pour performer au maximum, il me faut 7 pagaies, quoi. Parce que je sais que là, elle est parfaite. Alors, du coup, ouais, passer sur un ergomètre qui bouge pas, avec un manche de pagaies complètement différent, etc., j'avais plutôt l'impression de me pourrir mes sensations, tu vois. Alors qu'en fait, je pense que c'est bien, en fait, de varier un peu plus les exercices. Mais ouais, il y a peut-être une sorte de zone de confort, etc., où en fait, tu te dis, non, je veux être absolument optimal. Et en fait, tu restes dans ta zone de confort, alors que l'ergomètre, ça te fait clairement sortir de ta zone de confort, quoi. Oui, ben, tout le monde dit que c'est plus dur psychologiquement, mais moi, j'en ai Mm. beaucoup fait, car j'en ai un dans mon salon, donc j'en fais Mm. souvent en hiver. Et Ouais. j'ai pas l'impression que ce soit c'est sûr que c'est pas comme on disait tout à l'heure, où t'es au milieu d'un lac avec le soleil, t'as pas de bruit, Mm. t'as rien, c'est pas du tout pareil. Mais en même temps, Ouais. ça, même si la technique est pas pareille, t'as quand même cette gestuelle en fait qui moi pas comment dire, mais me berce en fait. Ouais, je pense. Bah, franchement, je pourrais pas te dire parce que j'ai très peu pratiqué. Moi, un autre sujet que je vois, moi, c'est en kayak, un truc qui me semble assez vraiment important quand tu es à plusieurs et que tu t'entraînes, c'est le feedback direct. C'est-à-dire, si tu loupes un coup de pagaie, tu vas voir le mec à côté de toi qui va te mettre une petite pointe comme ça, il va te prendre 15 centimètres instantanément, tu vois. Ah ouais ouais. Et ça, avec l'ergomètre, bah, tu l'as pas, quoi. Enfin, en gros, t'as un Ouais ouais. feedback, tu vois, mais t'as pas forcément ce retour. Alors que moi, vraiment, le fait de m'entraîner en groupe de front et vraiment, t'essayes des choses, en fait, pendant 15 coups de pagaie, dans ta tête, tu te dis, tiens, je vais essayer comme ça, un peu différemment. Et là, tu vois que, bah, non, tu te fais distancer alors que tu mets plus d'efforts. Donc, tu dis, non, là, c'est moins bien. T'essayes des choses comme ça. Et cette finesse-là, avec l'ergomètre, pour moi, tu l'as pas. Donc, mais je pense que ça peut quand même avoir son rôle en tant que quelque chose qui te fait faire des choses différentes. Psychologiquement, effectivement, ça travaille des choses différentes aussi. Et en fait, c'est intéressant aussi, en fait. Je pense que les deux sont complémentaires et ça peut valoir le coup. Mais c'est vrai que moi, non, c'est pas un truc qui me plaisait, j'en ai jamais eu, et il y en avait un seul de muscule, et puis c'était plus un objet pour faire de la muscule éventuellement dans certains cas, mais voilà. Ça s'arrêtait là. Est-ce que l'hiver tu faisais une coupure hivernale comme tout le monde fait a priori? Alors justement, quand je m'entraînais à Rennes, à l'ancienne, là, non, pas du tout. Clairement pas. On se posait pas trop cette question-là. Et effectivement, en arrivant à Toulouse, c'est là la première fois où on a commencé à faire une coupure hivernale de 2 semaines, des choses comme ça. Que ce soit pour aller au ski ou même des fois juste sans aller au ski, juste d'être à Toulouse, mais faire la muscule, la course à pied, mais pas de kayak. Donc ouais, c'est quelque chose que j'ai fait. Après, je sais pas, j'ai pas d'avis là-dessus. Je peux pas dire que c'est bien ou mal. Ouais, j'allais te demander est-ce que toi ça te faisait plaisir de rien faire ou pas de Non, pas bon, faire de en fait, kayak en moi, tout cas.
C'est vraiment un truc. Enfin, moi, j'avais l'impression d'être gogol quand je remontais dans mon bateau. Enfin, le simple fait d'arrêter 2 semaines, j'ai l'impression d'avoir tout perdu en technique, quoi. Donc, il y a ce côté-là que je trouve. Mais après, justement, ça permet aussi peut-être des fois de passer des caps. Enfin, c'est bien de couper un peu, quoi. Donc, il y a ce côté-là qui est intéressant. Ouais, je saurais pas dire dans l'absolu si c'est bien ou mal. C'est vraiment deux choses différentes. Euh, je- pour faire du ski, c'est bien de faire une coupure. Hein. Si tu pars 2 semaines en stage de ski de fond, ça fait une coupure et c'est bien parce que tu travailles d'autres choses. Et au niveau physique, c'est intéressant. Je saurais pas dire. Je pense que c'est. Tu parlais matériel, qu'il te fallait ta pagaie, etc. Qu'est-ce que tu avais toi comme matériel? Tu avais quel pagaie, quel bateau? Alors moi, j'ai longtemps été un petit peu, comme Cyril d'ailleurs, un outsider parce que j'étais chez ZTech comme marque de bateau Ok, pendant assez ouais, donc je longtemps dans vois. ma jeunesse. En fait, ouais, j'étais assez longtemps chez ZTech avec un bateau qui s'appelle le Orca, j'aimais bien, qui est très directeur quoi, et c'est une poutre, il est sur un rail quoi, tu vois, il va tout droit et il va vite, j'ai l'impression. Donc j'aimais bien ça. Ensuite, je suis passé chez ZTech sur un autre bateau à sauter, aller à droite à gauche, etc. Et ensuite, je suis passé en 2009 chez Nello quand ils m'ont offert un bateau. Je me suis dit. Et puis aussi, et en pagaie, j'étais sur Bradshaw 2. Voilà. Et la raison pour laquelle je suis passé chez Nello, je pense qu'au final, c'est plus de me dire, je sais pas si ça va plus vite ou pas, mais si tout le monde est dessus et si les champions du monde sont dessus, a priori, c'est pas ça qui va me limiter. Alors que quand tu es tout seul dans ton bateau, en fait, tu te dis, ouais, mais ça se trouve, je serai champion du monde, mais en fait, c'est mon bateau qui me. Tu vois, tu sais pas, en fait. T'as un petit peu sur la ligne de départ, tu peux presque te dire, avoir des doutes parce que tu es le seul à avoir ce bateau, tous les autres ont un Elo. Et en fait, ouais, et si. Enfin, du coup, tu tergiverses peut-être potentiellement. Enfin, je peux pas dire que j'ai tergiversé, mais j'avais cette peur de me dire, alors qu'en fait, bah oui, prends un Elo, tout le monde en Elo, on est à armes égales, il n'y a pas de question, passons à la suite, quoi, tu vois. Ouais, ils sont très bons en marketing s'ils offrent des bateaux à tout le monde en fait. Bah ouais. C'est vrai que je pense que là-dessus, Nelo, ils ont investi pas mal, hein. Ils en ont donné des bateaux, ils en donnent encore, je pense. Mais ouais, c'est valable, clairement. Comme technique marketing, ça marche pas mal. Hein. Euh, J'ai jamais co- payé de Nelo. Comment tu réglais ta pagaie? C'est une question qu'on m'a posée, que j'oubliais de poser dans les premiers podcasts. À quel angle tu la mettais? 45 degrés. Enfin, moi, ouais, au final, je convergeais vers la valeur de 45 degrés. On va dire un compromis entre tu sais, des gros angles où c'est bien quand tu as du vent de face, ta pagaie ne va pas te freiner si tu as 90 degrés d'angle. Et puis 0 degré où en fait je pense que c'est le mieux physiologiquement. Donc moi ouais j'étais à 5 degrés, un truc un peu intermédiaire quoi. Voilà. Et la longueur de ta pagaie ainsi que sa taille? 2,18. J'ai changé un petit peu, mais ouais, dans les 2,18 quoi. C'est une pagaie qui a plutôt des grosses pales, la Bradshaw 2. Et donc du coup, un manche pas forcément trop long. J'ai peut-être même été en 2,17 des fois, enfin selon. Je suis passé en manche réglable assez tôt. Donc du coup, j'adaptais en fait ma taille en fonction du vent, quoi. Si vent d'eau, vent de face, je fais varier d'1 centimètre, quoi, un ou deux. Donc, Ah bah c'est dépend. original ça parce que tous ceux que j'ai interviewés auparavant avaient une pagaie fixe en fait, sans vario. Ah ouais. Non, moi, bah, au début, ouais, quand j'étais jeune, c'était le cas, mais je pense vers 2010, je suis passé en manche réglable et ouais, j'ai toujours bien aimé ajuster, pas de beaucoup, mais ouais, aller 1 centimètre et demi en fonction des conditions. Et donc l'hiver, avoir plutôt un manche plus long, sur du sprint, raccourcir un peu, pendant la séance, des fois, raccourcir un peu, des choses comme ça. Ouais, j'aimais bien jouer là-dessus, quoi. Je sais pas si c'est psychologique, parce que tu te dis 1 centimètre et demi sur 2,15 m, c'est peu, mais je pense que ça joue quand même. Ah bah je peux te dire par exemple que Étienne que j'ai interviewé sent quand il modifie sa pagaie de 0,5 cm. Ouais, bah voilà, ouais, 0,5, ouais, moi j'ai l'impression de mémoire, hein, moi c'est plutôt 1 centimètre, quoi. Mais, enfin, voilà, ça peut varier. Mais ouais, c'est pas beaucoup dans l'absolu, mais j'ai l'impression que tu sens la différence. Euh, 2,18 m de longueur de pagaie, ça me paraît grand parce que j'ai cru voir que tu faisais 1,84 m.
Ouais, Donc ça faisait une assez longue pagaie finalement pour ta taille. ouais, je pense quand même que j'avais, ouais, parce que j'étais plutôt Miller, enfin, tu vois, je pense comme je disais aussi, pas forcément une grosse vélocité, tu vois. En fait, je pense que j'étais enfin, on m'a mis cette étiquette, je pense, assez tôt, parce que j'étais pas trop mauvais en 5000 mètres sur des trucs longs, et on s'est dit, et puis moi aussi, du coup, ouais, Vincent, c'est un mec, il a de la force, il a de l'amplitude, mais il a pas forcément de la vélocité, tu vois. Et donc, du coup, ça va avec, bah ouais, du coup, je vais mettre une. Après, c'est pas une longueur excessive, hein, surtout si t'es en K4 ou autre. Le 18, c'est pas forcément énorme. Enfin, à l'époque, peut-être ça a changé un peu maintenant, hein. Mais c'était à peu près dans la moyenne. Mais effectivement, ouais, j'étais pas trop pagaie courte, quoi. Parce que, en fait, simplement, une question de vélocité aussi, quoi. Et au niveau de la dureté du manche, ça j'ai vu aussi que tout le monde n'avait pas la même dureté du manche. Est-ce que toi c'est un truc que tu changeais? T'avais une dureté spécifique de manche? Non, je pense que j'avais un manche moyen en termes de dureté. Mais effectivement, ça a été un truc difficile au début quand je suis passé en manche réglable. C'est peut-être plus le cas maintenant, mais à l'époque, j'avais un manche non réglable qui sont en général plus souples que les manches réglables. En fait, les manches réglables, ils sont très rigides au milieu sur la partie réglable. Ils plient quasiment pas à cet endroit-là. Et c'est vrai qu'au début, ça faisait un peu baramine, quoi, mon manche réglable. Ça a été un petit peu difficile, je pense, pendant un an. En course et autres, je sentais vraiment au niveau du grand rond, tu vois, ou dans le dorsal, là, une petite douleur, tu vois, en mode c'est une baramine que tu poses, alors qu'avant, ça plie un petit peu plus souple, quoi. Mais je m'y suis fait, et puis je pense que le manche lui-même, ça assouplit au fur et à mesure, mais voilà, quoi. Ouais, ça c'est une question que j'avais parce que c'est vrai que ça c'est un truc auquel je me suis jamais vraiment intéressé. Je me suis toujours dit prenons le manche le plus dur. Et puis Ouais, voilà. non, moi je pense que les manches élastiques, c'est utile, hein, parce que ça restitue l'énergie, quoi. Il y a quand même un côté, je sais pas, tu sais, ce qui abîme ton muscle pendant la course, est-ce que c'est pas la pointe de force qui subit ton muscle, quoi, tu vois? Et du coup, si tu as un manche super dur, quand tu vas taper l'eau, ça va faire une grosse pointe, ça va déchirer des fibres, alors qu'un truc un peu plus souple, ça va amortir, tout en, au final, restituant l'énergie, tu vois, un peu comme une perche de saut à la perche, tu vois. Donc, Ouais, non, mais t'as je raison, pense qu'il c'est la faut tension un qui. intermédiaire. Ouais. Je pense qu'il faut un intermédiaire, parce qu'après, c'est vrai qu'avec un manche souple, tu regardes un manche souple dans la vraie vie, il plie vraiment, finalement, beaucoup, quoi. Genre de quelques centimètres au final. Et ça, c'est trop, je pense, parce qu'effectivement, il y a un peu de perte d'énergie. Mais d'avoir un truc qui t'évite un peu les pics de force, c'est peut-être pas mal, quoi. Ouais, c'est sûr que ça doit faire moins de dégâts musculaires parce qu'on sait quoi, c'est la tension qui fait que t'as des micro-traumatismes Ouais, ou autre. ouais, c'est ça. Bon, c'est un peu ça que j'imagine. Euh, je vais arriver à la fin de cette interview. Mhm. Est-ce qu'il y a des sujets que j'ai pas abordés que tu souhaites qu'on aborde? Non, je sais pas, ouais, peut-être sur le côté psychologique, on a peut-être pas trop parlé du côté psychologique ou autre, mais Bah, allons-y. Alors, allons-y. Euh, Est-ce que t'as fait comme beaucoup appel à un préparateur mental? non. Enfin, via, via mon entraîneur JP, et le pôle de Toulouse et autres, j'ai vu parfois des préparateurs mentaux, etc. Mais je peux pas dire que c'est quelque chose qui vienne de moi. Et, euh, et pareil, un peu peut-être mon esprit cartésien ou autre fait que j'ai jamais eu trop l'impression que c'est. Enfin, si, la préparation. Enfin, j'ai l'impression que je sais comment me préparer mentalement. C'est mon père pas mal qui m'a appris ça. Je pense justement, très petit, j'étais assez stressé sur les courses. Et, euh, et mon père, qui avait eu une maladie assez longue avant ça, avait un peu appris à gérer la douleur, à se concentrer, etc. Il m'avait un petit peu appris ça. Je suis toujours arrivé à le faire moi-même. Et du coup, j'ai pas eu l'impression d'apprendre grand-chose en faisant des cours d'auto-hypnose ou de sophrologie ou autre. Donc, non, j'ai pas fait appel à ça. Et je pense, je pense pas que ce soit bien, mais je pense que en fait, je suis un petit peu pas réfractaire, mais tu vois, ouais, avant qu'un préparateur mental arrive à vraiment me faire gagner quelque chose, j'ai l'impression qu'il faudrait qu'il travaille beaucoup, quoi. Je vois exactement ce que tu veux dire. Comment tu te préparais, toi, justement, pour une course psychologiquement? Tu vois, par exemple, pour les jeux, est-ce que t'avais des Mhm. petits rituels avant? T'avais un gris-gris, je sais pas?
Ouais, des petits rituels, ouais, carrément. En fait, ils se créent tout seuls, les rituels, hein, j'ai l'impression. C'est des trucs qui te mettent en confiance. Un coup, tu fais une course où tu fais ça, et puis après, tu réussis mieux. Donc, du coup, bah, tu le refais, quoi. Alors, dis-nous Et j'en quels ai. étaient-ils? Bah, déjà, l'échauffement, tu vois, d'avoir ta routine d'échauffement en 2 temps, toujours la même, etc. Après, des trucs à la con, mais genre, te mouiller la tête, en fait. Enfin, moi, avant le départ, pour l'effet nerveux sur le système parasympathique ou je sais pas quoi, en fait, de te donner un petit choc thermique, tu vois, avant pour, tu vois, De réveiller? psychologiquement, ouais, t'as l'impression que ça te donne le petit pic qui te manque. Après, sur la respiration aussi, pas mal travailler sur la respiration avant le départ, etc. Et c'est vrai que c'est un truc que j'ai remarqué, hein, je pense que c'est le cas chez tous les sportifs, mais c'est marrant comme à l'arrivée du départ, ton cardio monte en fait. Enfin, en gros, si tu regardes la courbe du cardio-fréquence-mètre sur une course, en fait, au moment où le starter dit go, j'étais déjà pas à fréquence max, mais quasiment à peut-être 160, 170 pulses. Alors que t'as rien fait en fait, ça fait 2 minutes ou 3 minutes que t'es en récup. Donc ouais, je pense qu'il y a ce côté-là. Et il y a le côté d'avoir envie de gagner. Enfin, ce qui fait ça, c'est le côté d'avoir envie de gagner. Et oui, je pense que moi, j'ai toujours été très compétiteur. Et donc, et peut-être aussi un sujet, c'est la peur de perdre en fait. Dans l'envie de gagner, il y a aussi la peur de perdre. Donc du coup, c'est un truc qui m'a drivé pas mal, je pense, assez souvent, vu que j'ai gagné pas mal de compètes assez tôt. Après, j'avais des fois non seulement l'envie de gagner, mais aussi la peur de perdre. On m'a souvent dit non, mais pourquoi t'as peur là? C'est une petite course, des fois des trucs, tu vois, un truc même pas national, tu vois, où je me dis non, mais là, si je me fais battre, ça va pas le faire. Enfin, tu vois, et du coup, des fois, c'est ça qui me mettait la pression et qui faisait que j'arrivais sur la ligne de départ en mode agressif, en mode non, c'est mort, voilà, je vais pas me faire battre, quoi. Ouais, c'est marrant, si C'était. t'as un peu deux façons de voir les choses, t'as la peur de perdre et la peur de gagner. Donc toi, t'étais plus peur de perdre en fait. Peur de perdre, oui, c'est sûr. Après, peur de gagner, on peut en discuter parce que dans ma vie, j'ai souvent fait deuxième, quoi. Donc ouais, j'ai été vice-champion du monde, j'ai été vice-champion d'Europe, enfin, j'ai finalement, ouais, j'ai beaucoup de médailles d'argent, hein. J'ai quand même des médailles d'or, mais j'ai beaucoup de médailles d'argent, donc ça, c'est vrai que c'est aussi une question quand même, mais j'ai pas forcément la réponse d'ailleurs. Mais ouais, il y a un petit peu les deux, quoi, en fait. Évidemment, il y a l'envie de gagner aussi, ouais, l'envie d'être devant, quoi, qui joue, quoi. Tout à l'heure, tu parlais, quand tu étais au club de Saint-Grégoire, que vous étiez une quinzaine à la fin à vous entraîner. Mhm. Donc j'imagine que mentalement, bah, c'est beaucoup plus facile quand tu as une quinzaine pour t'entraîner que Mhm. quand tu arrives à Toulouse et que vous êtes 4 ou 5. Est-ce que toi, tu as senti peut-être une différence en termes d'environnement, je vais peut-être pas dire de motivation, mais d'environnement pour progresser, où tu étais à 15, où tout le monde était à fond, à fond, à fond, et là, tu te retrouves à Ouais, 4 ou 5? bah, après, sur les 15, tout le monde n'était pas à fond, à fond, à fond. Donc, au final, ça fait que le groupe cœur qui était là à fond tout le temps, justement, il était plutôt de l'ordre de peut-être 5 ou 6 dans ces eaux-là, ou 7. Et puis, en arrivant à Toulouse, bah, pour le coup, là, j'étais avec des mecs qui étaient en équipe de France, etc. Donc, au final, non, sur la motivation, j'ai aussi quand même vécu ça comme quand même. Ouais, enfin là, je m'entraîne avec les meilleurs Français. Enfin, c'est gratifiant aussi, tu vois. Et surtout quand à l'entraînement, tu es vraiment avec au quotidien et que tu commences à arriver à les accrocher, etc. Non, ouais, ça m'a plutôt motivé en fait d'arriver un peu dans la cour des grands, quoi. Mais c'est vrai que j'aurais aimé pouvoir combiner les deux et pouvoir rester près de mon club. Parce que je trouve que voilà, c'est la famille, il y a un esprit super là-bas, et bon, c'était dommage d'être à l'autre bout de la France, quoi. Mais bon, c'est le jeu. Euh, J'avais une question sur l'âge. Je sais pas si tu as vécu ça, mais souvent on entend dire que les sportifs, à mesure qu'ils vieillissent, surtout quand ils atteignent un âge un peu avancé, misent plus sur le qualitatif que le quantitatif, même si tout le monde essaye de faire du qualitatif, de quantitatif. Est-ce que toi, tu as eu le temps de voir un déclin, je sais pas si on peut dire ça comme ça, dans tes facultés de récupération ou pas? Non, dans mes facultés de récupération, je pense pas. Peut-être un petit peu vers la fin, mais plus parce que justement la dernière année, vers la fin de la dernière année, là, je m'entraînais un peu moins et là, j'ai commencé à le voir peut-être un petit peu. Mais sinon, pas tant que ça. Non, moi, au niveau physique, le seul ennui que j'ai eu et qui a joué quand même pas mal,
sur ma dernière Olympiade, c'est au niveau cardiaque. Je fais des extrasystoles. Et donc, c'est pas un truc qui est pas forcément grave, mais tu le sens vraiment dans ton cœur. Tu as l'impression qu'il s'arrête des fois. Et au début, ça me l'a fait au repos. Donc, en fait, quand j'étais au repos le soir, à des pulses très basses, à 40 ou autre, mon cœur, en fait, au lieu de battre en 2 temps, il battait en 3 temps. Il faisait toum, 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 toum. Donc, c'était assez bizarre. J'aimais pas trop ça. Et vers la fin, ça a commencé à me le faire, en fait, à l'effort. Et à l'effort, c'est une sensation vraiment très désagréable, quoi, que j'aime pas. Et en plus, vers la même époque, c'était assez dramatique. J'ai justement un jeune de mon club qui s'appelle Sylvain Homo, qui est mort subite dans la nuit. Justement, il était arrivé au pôle de Rennes, il commençait à vraiment faire du haut niveau. Et dans la nuit, il est mort comme ça, de problèmes du rythme cardiaque. Et je pense que ça a joué un peu dans la psyché, quoi. J'ai commencé à avoir moins confiance dans mon cœur, alors que jusque-là, justement, j'étais très aérobie, c'était un peu mon point fort. Et faire sur des tests 5000 de course à pied, je l'ai vu, ou sur des 1000 mètres ou autre, ou aux 500 mètres, là, t'es bien. Et là, d'un coup, tu sens ton cœur qui fait un truc chelou. Et là, t'es plus dedans, quoi. Tu vois, t'as plus la confiance à 100% dans ton corps. Et ça a un petit peu joué. Ouais. Sur la fin, c'est un truc qui m'a. Je me suis dit, de toute façon, là, c'était gênant, quoi. J'imagine que ça te perturbe à fond parce qu'en fait, tu sens que ton souffle est plus en accord avec tes pulsations. Peut-être tu sens que tu es désynchronisé, non? Ouais, tu sens, je sais pas, dans ma poitrine, ça fait comme si j'ai l'impression que mon cœur, il loupe un ou deux coups et après, il fait un gros boom. Enfin, tu sens vraiment un truc qui fait quelque chose de bizarre. C'est pas forcément le lien avec la respiration, c'est plus, tu sens qu'il se passe un truc bizarre. Et puis, voilà, quoi. Et en fait, au niveau cardiologique, il y a rien de spécial à faire, en fait, quoi. C'est pas spécialement curable ou autre. C'est pas forcément dangereux non plus, en fait. Mais c'est quand même une prédisposition pour des problèmes en plus. Et puis, tu as le cardio qui te dit, oui, si ça vient à l'effort, c'est plus problématique. Et puis là, un an après, ça vient à l'effort. Bon, tu dis, ça fait chier. Mais voilà, c'est un problème. Après, je pense que l'impact est plus psychologique au final que dans la confiance en ton corps, quoi. Et aujourd'hui, tu sens toujours des fois des extrasystoles? Ouais, ça m'arrive encore. Ouais, ça m'arrive encore. Encore aujourd'hui, j'ai du mal à faire des sprints tout seul. Tu vois, si je fais de la course à pied là, à des montées de côte tout seul et qu'il y a personne autour, je vais pas me donner à fond, tu vois, parce que j'ai toujours ce petit stress qui est un peu dommage, hein, mais bon, voilà, c'est comme ça. Après, c'est pas, je suis pas à plaindre. Hein. Je pense que il y a des gens qui ont des problèmes bien pires que moi. Voilà, c'est que dalle. Mais c'est vrai, quand tu fais du haut niveau, il faut absolument que tout soit aligné. Et s'il y a un petit truc qui va pas exactement parfaitement, c'est gênant, quoi. Ouais, mais je vois bien, je vois bien ce que tu veux dire. On arrive à la fin et maintenant j'ai mon petit rituel. Et comme tu es un ancien, j'ai envie de te dire quel ancien me conseilles-tu de contacter de ta part pour passer dans les secrets du kayak? Ah, alors là, très bonne question. Elle est difficile celle-là parce que Tu peux m'en évidemment dire tout le monde est plusieurs, intéressant. hein, j'accepte plusieurs. Hein. Ouais. Non, c'est vrai que, enfin, clairement, moi j'ai croisé en équipe de France plein de gens super intéressants, des entraîneurs aussi. Hein, je pense qu'il y a des entraîneurs qui peuvent être intéressants. Mais si je dois dire parmi les anciens, moi il y a il y a des mecs, c'est des légendes. Hein, donc je dirais avec des gens avec qui je me suis entraîné, il y a Sébastien Jouve, il y a Arnaud Ibois, il y a Philippe, qui ont été des équipiers pour moi, un peu plus anciens que moi et qui ont vraiment été des exemples pour moi. Clairement, c'est clair qu'ils sont importants. Il y a Babak Amir Tamaseb aussi, qui est un peu plus ancien. Mais quand il a été champion du monde en 2001, moi j'étais tout jeune et ça m'a inspiré de ouf. Et après, il y a encore des gens encore plus anciens, très intéressants. Donc, voilà ce que je dirais. Je pense que ça peut être intéressant d'aller voir ces gens-là. Mais en vrai, je pense que dans le monde du kayak, de course en ligne de haut niveau, tout le monde a sa petite histoire intéressante à raconter. Donc, il y a clairement des choses bien partout, quoi. Ouais, mais de toute façon, je vais les contacter. J'avais déjà noté ces noms officieusement pour leur écrire une fois que je serai plus crédible, que j'aurais bien lancé le podcast.
Ça marche. Ah, Et bah, bah, j'espère que ça continuera. Vraiment super idée. Comme je te disais tout à l'heure, je pense que c'est une super initiative et j'ai hâte d'en écouter davantage. C'est vraiment cool. ouais, bah, j'ai une liste. J'ai prévu d'en faire un bon paquet. Et là, comme tu disais, pour l'instant, je me concentre sur les athlètes de la course en ligne parce que c'est ce que je connais. Mais j'ai prévu après de dériver un petit peu justement avec les entraîneurs, l'encadrement, Mhm. aussi le canoë. Et pourquoi pas partir après sur la descente, le slalom, etc. Ouais. Donc il y a pas mal de choses à faire et bah, on verra où ça mène. Hein, mais en tout cas, pour l'instant, On va suivre ça. c'est toujours hyper intéressant pour moi. En tout cas, bah, merci à toi d'avoir pris le temps. Je pensais que tu aurais un emploi du temps surchargé en tant que Ouais, là, start-upper. je suis en retard de 1 minute pour ma réunion suivante, là, mais ça va. Ok, et bah, et bah, ça roule. Bah, merci à toi. Et puis, bah, on se tient au courant. Je te dirai quand ça sort. Et puis, Ok, bonne continuation. ça marche. Un C'était grand cool. merci à toi. Ça Merci à marche. toi, Vincent. Allez, salut. Salut. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs kayakistes français grâce à la crédibilité que vous me donnerez. Enfin, vous pouvez retrouver la retranscription écrite de cet échange sur www.secretdukayak.org. En attendant, laissez glisser et à la semaine prochaine.